Bonjour tout le monde. Nous allons assister à la soutenance d'habilitation à les recherches de Nicolas Belado. Avant qu'il démarre, je vais commencer par présenter le jury. Alors, je vais commencer par les extérieurs. Nous avons, alors, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein. Je vais commencer par Bruno Lévy, qui est à l'INRIA Lorraine, voilà, au lauréat. Ensuite, Alors j'ai changé, je suis à l'INRIA Saclay maintenant. ah, Saclay, ah, excuse-moi, alors Pas de souci. excuse, c'est ton passé qui te rattrape. Félicitations, hein, non. Ensuite, donc Adrien Bousseau, qui j'espère est toujours à l'INRIA Sophia à Nice. C'est bien ça, je n'ai pas bougé. Ok. Qui seront avec nous à distance et qui ont été aussi rapporteurs de ce jury. Ensuite, Maude Marchal, qui est à Rennes, professeur à l'INSA là-bas, et au labo IRISA. De l'autre côté, nous avons Pascal Barla, c'est ça, qui est à Bordeaux, à INRI à Bordeaux. Loïc Barthes, que vous connaissez certainement, qui est professeur à Paul Sabatier ici. Et puis, voilà, et puis moi-même, Jacques-Olivier Lachaud, qui suis professeur à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Voilà. Nous allons démarrer cette soutenance. Tu as environ 45 minutes pour présenter tes travaux, puis ensuite, nous poserons des questions. Ok, merci beaucoup pour l'introduction. Donc, je vais commencer cette présentation par mon parcours. Est-ce que ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Mais on va faire comme ça. Ok, donc je vais commencer par mon parcours. Donc, mon premier contact avec l'informatique graphique date de la licence pro. C'est une année qui a été assez charnière pour moi, puisque c'est le moment où j'ai arrêté de subir mes études et j'ai trouvé un sujet qui me plaisait et j'ai commencé à travailler. Ça a bien marché avec le soutien de mes professeurs de l'époque. J'ai pu intégrer un master informatique à Bordeaux, suivi d'un doctorat sous la direction de Patrick Reuter, où nous avons travaillé sur le réassemblage des statues qui étaient au pied du phare d'Alexandrie. Voilà, une expérience assez exceptionnelle, je pense. Suite à ça, j'ai eu la chance de faire trois postdoctorats, notamment à Londres, avec Niro Mitra, où j'ai fait du réassemblage de surface et la reconstruction, du rassemblage de nuages de points, pardon, et la reconstruction. Et depuis 2016, j'ai été recruté en tant que chargé de recherche chez NRS, où voilà, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de personnes. Alors, comme l'atteste le temps passé sur le style de cette diapo, je peux avoir une certaine tendance à la dispersion. C'est également vrai sur mes sujets de recherche. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de nuages de points, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont travaillé sur des sujets autres, comme l'imagerie médicale, l'interaction de machines ou la manipulation de couleurs. C'est des sujets que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais sur lesquels on a travaillé. En complément de mes activités de recherche, j'ai aussi des responsabilités dans ma communauté au niveau international, en tant qu'éditeur associé ou membre de comité de programme, et au niveau national, dans des associations savantes comme GFR, ou en tant qu'expert auprès de structures privées ou publiques comme l'ANR. Sur la période jusqu'à 2023, j'ai fait de l'enseignement jusqu'à une soixantaine d'heures d'équivalent TD par an. Et après 2023, je me suis concentré sur le montage de Rolling Dot, d'une startup que nous avons montée dans l'équipe, pour laquelle je suis cofondateur et directeur scientifique, au même titre que Loïc et David, mes collègues. Et cette entreprise valorise les travaux de recherche que je vais vous présenter aujourd'hui notamment. Donc, maintenant, l'idée, c'est de vous présenter le contexte et les objectifs. Donc, le sujet de cette présentation, c'est l'analyse frugale de nuages de points. J'aimerais revenir brièvement sur ce terme frugal. C'est un mot qu'on entend partout. Il y a plein de définitions qui existent. Celle que j'ai retenue, c'est celle-ci. C'est une démarche qui consiste à répondre à un besoin de manière la plus simple et efficace en utilisant un minimum de moyens. On mentionne également des aspects des coûts socio-environnementaux. Dans le cadre de ma pratique, ce que ça veut dire, c'est que j'essaie de développer des approches qui vont être le plus efficaces possible en termes de temps de calcul, d'énergie consommée, de volume de données consommées. On va essayer de fonctionner aussi sur des matériels courants pour éviter une course à l'armement hardware. Maintenant, venons sur les nuages de points 3D. On a plusieurs technologies aujourd'hui qui nous permettent de mesurer des distances entre un capteur et un réflecteur.
et en faisant dans une direction donnée. En faisant varier cette direction ou en déplaçant le capteur, ce que l'on collecte, c'est ce que l'on appelle des nuages de points, ce qui représente une forme. Ces nuages de points, formellement, c'est un ensemble de coordonnées dans l'espace, composé de n éléments, n'étant pas connus et étant variables. Il y a une grande variété de technologies pour mesurer ces nuages de points. Vous allez avoir des approches basées vision, comme la photogrammétrie, ou des approches basées mesure, comme le LIDAR. En bas à droite, vous avez un exemple d'un LIDAR à tête rotative. Vous avez un faisceau laser dont l'orientation est changée par un miroir. Et avec ce système, on obtient des motifs comme celui que vous voyez en haut, la rosace en haut. Ça, c'est les variations de déplacement de la tête laser dans la scène. Donc ça, c'est le type de motif d'échantillonnage qu'on peut avoir à partir d'un scanner LIDAR. On peut avoir des choses un peu plus standards, comme des grilles, des croix, des lignes, comme je vous le montre à gauche. Mais voilà, une grande variété de technologies qui vont produire des nuages de points avec des propriétés potentiellement assez différentes. Ces capteurs, on les retrouve à plein d'endroits. On les trouve par exemple sur des véhicules autonomes ou des robots qui vont se servir pour mesurer leur environnement et ensuite faire la tâche qu'ils ont à faire. On va aussi embarquer ces appareils sur des drones, par exemple, pour aller numériser ici, on vous montre des réseaux de transport d'électricité ou du transport ferroviaire. On va aussi s'en servir dans le cadre dans le BIM, par exemple, donc c'est dans le bâtiment, en bas à gauche, où l'on va concevoir un modèle d'un bâtiment, on va le construire, on va le numériser, on va s'assurer pendant la construction et toute la vie du bâtiment qu'il y ait une concordance finalement entre le modèle théorique et le modèle qu'on a fabriqué. Je vous présente un extrait d'une vidéo publiée par l'IGN, qui est l'Institut géographique national français, pour vous donner une idée un peu de l'échelle des données qu'on peut manipuler. Ça concerne le programme LIDAR HD, qui est un programme qui vient de se terminer sur sa première phase et qui a consisté à venir numériser la France entière avec des lidars. Donc, ils ont embarqué des lidars sur des avions et ils ont couvert la totalité du territoire. Et donc, on parle de milliers de milliards de points. C'est un peu les volumes de données qu'on traite. Voilà, il y a eu plusieurs années d'acquisition, plusieurs années de travail sur les traitements. Et la donnée qu'on a, c'est une dizaine de points par mètre carré à peu près en moyenne. C'est beaucoup et pas beaucoup. Si vous voulez avoir plus, c'est tout à fait possible. Les entreprises numérisent aujourd'hui énormément. On peut repositionner un lidar sur un drone et avoir des résolutions centimétriques ou millimétriques sans aucun problème. Et donc ensuite, ce que vous obtenez, c'est ces nuages de points, donc ils peuvent représenter des bâtiments, ou ici des écosystèmes. Là, vous avez des travaux sur des haies, par exemple, entre des champs. Donc, ces nuages de points, ce sont des données qui sont complexes. On a une représentation qui n'est pas structurée. Les points, c'est minimaliste, c'est juste 3 coordonnées, mais ça reste massif. Aujourd'hui, les nuages de points qu'on a traités dans l'industrie, ils font plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards de points aisément. C'est le quotidien. Je mets ça en perspective avec une image, même si on prend des images de très très haute résolution, on a beaucoup moins d'informations finalement dans une image que ce qu'on a dans un nuage de points en termes de complexité. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que du coup, on n'a pas d'échantillonnage variable. On a un échantillonnage qui est variable et qui n'est pas régulier. On n'a pas une grille, comme sur une image, dont on va pouvoir exploiter les propriétés pour faire du traitement. Et enfin, l'ordonnancement des points n'est pas significatif. Si je prends une image et que je change l'ordre des pixels, bah, ça devient illisible. Si je prends un nuage de points et que je change l'ordre des points, j'ai toujours le même nuage de points. Autre problématique que l'on a, c'est que l'information des points, elle est ambiguë. En fait, ces points, ils sont bruités et on ne connaît pas le bruit. Donc, on ne sait pas exactement où est la surface. On sait juste qu'elle est par là. On n'a pas d'information entre les points, et encore plus que ça, on n'a pas d'information topologique entre les points. Donc, si vous prenez une cloison dans un bâtiment qui va faire quelques centimètres d'épaisseur et que vous avez un bruit de l'ordre de quelques centimètres sur votre capteur, vous pouvez confondre les deux côtés de la cloison. C'est ce qui est illustré ici sur l'image. Voilà, ça c'est les difficultés liées à la représentation. Et maintenant, on va s'intéresser à l'équation de l'analyse de ces nuages de points. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Donc là, je vous présente un pipeline de traitement qui est coupé en deux. Il y a un volet acquisition, donc on va faire de la mesure, des pré-traitements qui sont indépendants de l'application. Ça nous donne une donnée brute qu'on va ensuite venir spécialiser pour une application ou une autre. Je vais vous montrer 3 instances de ce pipeline pour qu'on voit un petit peu la diversité de ce qui peut être fait. Dans le cas des véhicules autonomes, par exemple, à l'étape d'acquisition, on va utiliser plusieurs capteurs, des lidars, des radars, des caméras. On va fusionner toutes ces informations ensemble.
Ça, c'est la donnée brute qu'on va produire. Et on va utiliser, par exemple, ce qui se fait beaucoup en ce moment, un réseau de neurones qui va vous donner la position des véhicules, des piétons, etc., etc. Et après, la voiture traitera ça de la manière qu'elle est faite. Autre exemple de pipeline, donc ça c'est un pipeline qu'on a réalisé dans l'équipe, dans le cadre d'une test cifre en collaboration avec AlphaWind. Donc on a une éolienne qui est en cours de fonctionnement. On a Loïc qui tient un lidar ici, qui vient numériser l'éolienne pendant qu'elle fonctionne. Vous allez voir je sais pas, vous voyez sur l'écran, on voit l'éolienne en cours de fonctionnement, d'accord? Et cette information-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la segmenter, on va recaler l'ensemble des vues et on va produire des calculs métiers qui vont permettre de caractériser les propriétés de l'éolienne en termes de vitesse de rotation, de géométrie, calage de pales, etc. Autre exemple de pipeline, réalisé aussi en partenariat avec Rolling Dot. Là, les données d'entrée qu'on a, ce sont des mesures LIDAR qui sont positionnées sur un drone. Donc, il y a une étape de géoréférencement, c'est-à-dire chaque point va avoir une coordonnée GPS sur le domaine terrestre. Ça, c'est notre donnée brute. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va caractériser cette forme, on va la classifier avec des réseaux de neurones, par exemple. Il va y avoir des étapes de consolidation géométrique, de vectorisation, et à la fin, des calculs métiers, encore une fois, pour sortir les vectoriels des câbles, les interactions entre les câbles et la végétation, etc. Donc, comme on peut le voir, ces pipelines, ils ont des structures très différentes, mais ils ont quand même des choses en commun. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils prennent en entrée des nuages de points. Ils vont avoir pour rôle d'analyser la géométrie dans le but d'interpréter la scène réelle et produire une synthèse informatique. Et un concept ici qui me paraît important, c'est de dire que finalement, la géométrie du nuage, c'est un proxy de notre scène réelle. Ça, c'est un concept qui est important. Donc, le besoin général auquel on s'intéresse dans ces travaux, c'est de venir élaborer des descriptions géométriques à partir des données 3D acquises, dans le but d'interpréter la scène sous-jacente. Et autour de cette question, je vais vous présenter 3 axes techniques pour parcourir un peu les travaux que l'on a pu effectuer. Donc, le premier axe s'intéresse aux surfaces implicites et aux propriétés différentielles. Donc là, les contributions qu'on va voir, c'est une contribution de type modèle et d'algorithme. L'objectif, c'est de venir caractériser les surfaces qui sont échantillonnées par les nuages de points. On est à l'étape de création du proxy. Donc, il y a 2 concepts principaux, deux sous-parties sur cet axe. Le premier, c'est de venir calculer le proxy. Donc, on veut avoir un modèle qui va représenter la surface qui a été échantillonnée par le nuage de points. Ça, c'est la première partie. Et la seconde, c'est d'être capable de caractériser, d'avoir des algorithmes pour calculer les caractéristiques géométriques de ce proxy. Donc, je vais commencer par quelques rappels concernant ces 2 étapes. Des définitions. Donc, rapidement, nous, les modèles qu'on utilise, c'est des modèles dits de surface implicite. C'est-à-dire que vous avez votre surface S est définie comme la zéro isosurface d'un champ scalaire. Ce champ scalaire, il s'appelle F ici. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si F est égal à 0, je suis sur ma surface. Et sinon, je suis à côté, à l'intérieur ou à l'extérieur, si ce champ est fini. Ici, les illustrations sont en 2D. Dans la pratique, on traite des nuages de points en 3D. Ce qui est central ici, c'est cette fonction f. Il existe de très nombreux modèles. Les modèles les plus simples de fonctions de potentiel, ce sont des primitives géométriques. En bas, là, je vous ai mis les équations algébriques du plan et de la sphère algébrique qui permettent de représenter ce type de primitives, mais en termes d'expressivité, ça ne va pas plus loin. D'autres types de modèles qu'on peut utiliser, vous avez des réseaux de neurones et aussi des bases de fonctions un peu plus classiques. Là, ici, vous avez des bases de fonctions radiales qui ont notamment des propriétés d'interpolation sur les points. Un point d'attention ici, c'est que ces approches, les réseaux et les bases de fonctions en général, sont globales, c'est-à-dire qu'on va résoudre un problème d'optimisation, on va ajuster ce modèle sur la totalité des points. Et si on veut traiter des milliards d'échantillons, ça ne passe pas à l'échelle. Donc nous, on s'intéresse à des approches locales, et parmi les familles d'approches locales, celle qui est la plus étendue et qui offre le plus de capacité, c'est celle des moving least squares. Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'on va pouvoir, à partir d'évaluations uniquement locales, reconstruire une surface dont on connaît des propriétés globales, notamment en termes de continuité. Donc on va maîtriser la continuité de la surface que l'on crée, et on va pouvoir l'évaluer de n'importe quelle position en 3 étapes assez simples. La première, ça va consister à collecter un voisinage autour du point d'évaluation. Sur ce voisinage-là, on va ajuster une primitive
Donc là, il y a beaucoup de leviers pour faire des variantes. On peut changer la fonction de poids utilisée pour les voisins, on peut changer la mesure d'erreur, on peut changer la primitive, on peut changer beaucoup de choses. Et ensuite, on va se projeter sur cette primitive locale et on va répéter le processus. On va recollecter les voisinages et en fait, on va converger vers une surface limite qui est celle qui nous intéresse. Donc, on fait du graphique. Donc, je vous montre un lapin, c'est important. Euh, donc ça, ici, le champ que vous voyez ici, c'est le champ des APSS. Donc, c'est une méthode MLS qui vient ajuster des sphères algébriques. Comme on peut le voir sur l'image, il y a tout un tas d'artefacts qui peuvent apparaître, il y a tout un tas de points techniques importants. Si on veut utiliser ces modèles pour faire de l'analyse, il faut faire attention à certaines choses. Je ne vais pas pouvoir le détailler ici. C'est présenté dans le manuscrit, mais voilà, en termes de primitives, d'opérateurs de projection, il y a des petites subtilités qu'il faut respecter si on veut faire de l'analyse. Une fois qu'on sait construire ce proxy, on va vouloir le caractériser. Nous, la famille d'outils qu'on utilise, c'est la géométrie différentielle. Alors, pour intuition très rapide, l'idée d'une propriété différentielle, c'est de mesurer les variations locales de la surface, ou ici d'une fonction. Donc, pour rappel, comment on fait ça, c'est si vous prenez une fonction f et que vous la dérivez une fois, vous calculez sa fonction dérivée, cette fonction va vous donner le plan tangent, enfin la pente, on appelle une fonction, et dans notre cas, le plan tangent. Et si vous dérivez une seconde fois, ce que vous avez, c'est une fonction qui va vous donner la courbure. À quel point ma surface va être courbée et dans quel sens? Est-ce qu'elle va être concave ou est-ce qu'elle va être convexe? En 3D, on a différents types de courbures, en fait, on en a plusieurs. Ici, j'en illustre trois, K1 et K2 qui sont les courbures principales que vous avez ici à l'écran, et H qui est la courbure moyenne, qui est la moyenne de ces deux valeurs. Alors, si vous vous rappelez ce que j'ai dit avant, nous, ce qu'on a, c'est une surface implicite, on n'a pas l'équation de cette surface, et on a envie de la dériver. Donc, le postulat, en fait, ce qui est fait, c'est que les dérivés de notre surface correspondent à nos dérivés de notre fonction de potentiel au niveau de la surface. Donc, on va s'intéresser à dériver f pour être en capacité de faire notre analyse. Donc, ça m'amène maintenant à nos premières contributions. Les premières vont être la définition de nouveaux estimateurs différentiels. Donc ici, l'équation que vous avez, c'est l'équation algébrique de la sphère, utilisée dans le modèle des APSS que je vous ai montré précédemment. Donc la fonction, c'est f de us, et us, ce sont les paramètres qui contrôlent cette sphère algébrique. C'est ça qui est ajusté à chaque fois que vous vous déplacez dans l'espace. Et donc dans le papier original, euh, il est montré une méthode pour calculer, pour dériver analytiquement, donc avec une forme close, au deuxième ordre ce champ scalaire f de us. Et si on y réfléchit, quand on dérive f de us, en fait, us est fixe. Ce qui revient en fait à dériver cette chose-là. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est de venir dériver le champ MLS complet. Et donc, on a pu travailler sur un opérateur qui s'appelle l'algebraic shape operator, donc dans le cadre de la thèse de Thibault Legendre, qui permet également, avec une évaluation en forme close, donc très rapide et qui passe à l'échelle, d'avoir cet opérateur qui a notamment des bonnes propriétés de convergence théorique au premier et second temps. On a également récemment travaillé sur un autre type d'estimateur où au lieu d'ajuster des sphères, on va ajuster des quadriques. Alors, vous avez les équations ici de la sphère et de la quadrique. La différence entre les deux, c'est ce terme ici. Nous avons une matrice UQ où les termes diagonaux convergent en fait vers les courbures principales que je vous ai montrées précédemment. Donc ici, on a un autre estimateur qui s'évalue aussi en forme close, qui est beaucoup plus rapide, et avec également des propriétés de convergence théorique, et une des propriétés intéressantes, c'est que vous n'avez pas à dériver le champ scalaire, vous avez directement les valeurs de courbure dans le modèle. Donc en termes de stabilité, ça offre des bonnes propriétés. Donc là, nous, on a travaillé sur deux estimateurs. En fait, en réalité, dans les littératures, il en existe un nombre très important, basé sur différents modèles. Et donc, dans le cadre de la thèse de Léo Arnal, on a fait aussi un état de l'art où on a repris les méthodes existantes. Donc, on s'est concentré sur les méthodes qui offrent des modèles mathématiques explicites et des garanties de convergence pour les évaluer à la fois d'un point de vue théorique et quantitatif. Et donc, c'est des travaux qui sont en cours de révision pour un journal et à l'issue de la publication, on mettra à disposition de la communauté tous ces outils de benchmarking, donc en termes de logiciels, de données, de visualisation, etc. Donc, si on veut mettre en perspective ces travaux, il faut se rappeler que le proxy, c'est ce qui remplace le nuage de points. Donc, son estimation doit être robuste, c'est vraiment important. Lorsque je caractérise le proxy,
je dois caractériser la scène réelle. Ici, vous avez un exemple de surface MLS reconstruite avec de l'ajustement de plan. Donc ça, en fait, l'ajustement de plan, c'est la méthode c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des pipelines d'analyse en réalité. Et ce que l'on voit, c'est ce type de structure ici. Donc sur ce voisinage ici, qui est celui pour moi, une concavité, on obtient ce type de reconstruction localement. Et si je mets ça en perspective avec la même reconstruction, cette fois-ci en ajustant des sphères algébriques, j'obtiens cette reconstruction locale de la surface. On peut se poser la question de laquelle est la mieux. Et lorsque on utilise un estimateur différentiel, par exemple en ajustant un champ de hauteur local et en dérivant, on ne va pas du tout avoir les mêmes résultats en termes d'analyse. Donc, dans le cadre de nos travaux, nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir des proxys qui vont être robustes et des estimateurs qui vont converger vers les valeurs théoriques que l'on est censé avoir dans certaines conditions. Donc là, on peut dire qu'on est prêt à analyser. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai mis une information très importante sous le tapis. C'est la notion de l'échelle. Tout à l'heure, je vous ai dit, on collecte un voisinage et on ajuste une surface. En fait, la taille de ce voisinage, ça définit l'échelle d'analyse. Et cette échelle d'analyse, ça définit un niveau de lissage. Donc là, ce que vous voyez, c'est la reconstruction MLS, donc avec les APSS, avec les sphères, à des échelles de plus en plus grandes. Et en fait, on voit qu'au début, la surface caractérise bien la géométrie, et plus ça va, plus on voit une version lissée de la donnée. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la bonne échelle pour comprendre ma donnée? Autre problématique que l'on va pouvoir avoir, c'est selon le proxy que j'utilise, est-ce que je vais avoir la capacité de représenter la forme qui m'intéresse à un certain niveau d'échelle? À droite, vous avez l'ajustement de plan. En fait, on voit qu'à partir d'un certain... Il y a de nombreuses échelles où l'ajustement de plan vous fait un résumé, vous fait une représentation de la géométrie qui n'est pas forcément celle qui sera attendue. Donc, quand on va faire l'analyse, on a à se poser la question de l'échelle et on a deux prismes. Le premier, c'est est-ce que c'est la bonne échelle pour analyser les données? Et est-ce que ma reconstruction, mon proxy, me donne les bonnes informations? Est-ce qu'il est en capacité de représenter la géométrie? Donc ça nous amène à la deuxième section de ces travaux où on va présenter, donc sur le sujet de l'analyse de formes à plusieurs échelles, on va présenter des modèles et des algorithmes qui vont avoir pour objectif de modéliser et identifier les échelles pertinentes. Donc là, maintenant qu'on a le proxy, on est à l'étape d'analyse et de création des résumés à partir de cette analyse. Donc, je vais vous introduire un concept ici qui est celui de l'espace d'échelle. Donc, vous avez une courbe ici qui est paramétrée. C'est assigné à la une dimension. Et en dessous, vous voyez le scale space, donc l'espace d'échelle. Cet espace d'échelle, la couleur que vous voyez à l'intérieur, c'est la courbure moyenne. En orange, les concavités, en bleu, les convexités. Lorsque je me déplace sur l'axe des abscisses dans mon espace d'échelle, je me déplace en espace. Et si je me positionne à un point sur mon signal, je peux faire varier l'échelle et ma reconstruction va changer. Elle va représenter différents types de structures sur ma donnée. Donc si moi, en tant qu'humain, j'analyse ce signal, ben, une chose que je peux dire, c'est que c'est une succession de concavité et convexité de cette forme. Et si on regarde les échelles qui correspondent à cette reconstruction, on voit qu'on a des stabilités, plusieurs endroits et plusieurs échelles où les concavités et convexités correspondent à ma description. Une autre description possible, c'est celle-ci, c'est une succession de petites ondulations qui elles aussi correspondent à des stabilités dans l'espace d'échelle. Donc ce que l'on voit, c'est finalement que l'on a, pour un même signal, deux interprétations différentes qui correspondent à deux intervalles d'échelle différents. Ça ouvre plein de questions sur lesquelles on va se concentrer. Une première question, ça pourrait être de se dire, est-ce qu'il y a une échelle qui est meilleure que l'autre? À titre personnel, je pense que ce n'est pas une bonne question, parce qu'il n'y a pas de réponse absolue, ça dépend des cas d'usage. Donc on va plutôt s'intéresser à d'autres questions un peu plus théoriques qui sont, comment est-ce qu'on va formaliser ces concepts? Qu'est-ce que c'est un intervalle d'échelle pertinent? Comment je le caractérise? Comment je le détecte? Donc c'est sur ça qu'on va aller sur les prochains slides. Donc je reviens sur les choses qu'on a pu faire avant, donc, dans le cadre de ma thèse, je m'étais intéressé à ces questions et ce que l'on avait fait, c'était que pour un point donné, on faisait une reconstruction avec les APSS et on dérivait en échelle la surface pour mesurer les stabilités au cours de l'échelle. Ça ne me permet pas de caractériser les variations d'espace et ça me permet encore moins de caractériser les variations conjointes en espace et en échelle.
Donc la première proposition sur laquelle on a travaillé, c'est une approche qui est un peu ad hoc, qui consiste à découper le problème en trois temps. Le premier, c'est de venir se dire, je vais faire des détections de stabilité en espace. Ça, c'est quelque chose que je sais faire. Je vais lisser mon signal à différentes échelles, et à chaque niveau de lissage, je vais faire une segmentation selon un critère le critère que je veux respecter. Donc là, ce qu'on a fait, on fait de la segmentation de surface plane. Et donc, on obtient ce découpage ici, où vous voyez plein de couleurs. Chaque couleur correspond à un segment, à un ensemble de points qui ont une propriété compatible. À la deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment, d'une échelle à l'autre, ces structures sont positionnées et est-ce qu'elles sont similaires ou pas. Et ça va me permettre de trouver, donc on utilise des méthodes ensemblistes principalement, de trouver des ensembles de régions cohérentes qui correspondent à mes stabilités en espace d'échelle. Euh, donc là, je vous montre la même vue, mais cette fois issue de l'article de recherche où on monte sur les nuages de points. La troisième étape, elle a une importance car elle vient me permettre de caractériser ces stabilités, ces structures. Un concept qu'on utilise ici, c'est qu'on va s'intéresser, donc on représente ces régions-là qui vont apparaître et disparaître au cours des échelles sous la forme d'un graphe. Et ce qu'on va faire, on va s'intéresser au moment où les structures apparaissent et au moment où elles disparaissent en termes d'échelle. Et ça se mesure par un concept qui s'appelle la persistance, qui nous vient de l'analyse topologique des données. Donc là, je fais une petite parenthèse, un slide de parenthèse. C'est sur la TDA. C'est un domaine de recherche qui est relativement récent finalement, qui consiste à venir analyser des structures topologiques pour en tirer des caractéristiques. Alors, les structures topologiques, il y en a plein. On peut avoir les ensembles de sous-niveaux pour caractériser des fonctions, ou des complexes, notamment le complexe de Vietoris-Rips, qui ici nous intéresse. L'idée de ce complexe, c'est celui que vous voyez à l'écran qui évolue. Vous avez, pour chaque point d'un nuage, vous allez faire grossir une boule, et chaque fois que deux boules s'intersectent, vous connectez les points. Et l'analyse topologique des données, ça revient à étudier topologiquement ces données et voir quand est-ce que les composantes se créent, donc des composantes connexes, par exemple, le nombre de points connectés. Voilà, comme c'est illustré au-dessus. Et donc, à partir de ces comportements topologiques, on va pouvoir créer des représentations. Ici, vous avez un code barre où chaque ligne est une composante qui va apparaître ou disparaître selon le niveau d'échelle. Donc, nous, c'est ce qu'on utilise dans ces travaux pour résumer la donnée. L'idée, ça va être de comprendre et représenter, comparer et simplifier finalement les structures qui sont présentes dans cet espace d'échelle qui est quelque chose de très dense. Donc cette méthode, elle est ad hoc, mais cependant, elle nous permet de valider des concepts. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'information est présente. On arrive à détecter les structures qu'on attendait, donc ça c'est plutôt encourageant. Et on a pu également valider des démonstrateurs. En fait, on a pu faire de la fouille de données interactive où l'utilisateur va pouvoir interagir avec le nuage de points sans se poser la question de l'échelle. Et cette échelle va être retrouvée en fait en fonction des sélections de l'utilisateur. C'est plus simple en fait à appréhender pour l'utilisateur. Donc, suite à ces travaux, on a essayé de conceptualiser ça un peu plus. Et on en arrive à cette deuxième proposition qu'on réalise en collaboration avec Jules Vidal, qui était postdoc dans l'équipe, où on remodélise le problème sous la forme d'une recherche de groupement en espace de forme multi-échelle. Donc là, vous avez un autre espace en haut à droite là, qui est apparu, où vous avez la courbure sur un axe et vous avez des échelles sur l'autre axe. Et si j'échantillonne mon espace d'échelle comme ceci, je vais obtenir un ensemble de points qui vont être à peu près localisés au même endroit dans mon espace de courbure multi-échelle. Même chose, je peux répéter le processus à différentes échelles, j'obtiens ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que mon espace d'échelle est continu, il y a de grandes chances que lorsque je suis à deux échelles successives, j'obtiens des points qui se regroupent et qui vont caractériser mes stabilités. Donc la proposition, en fait, le sujet ici, ça va être de venir détecter ces groupements de points dans cet espace d'échelle de forme. Donc on a proposé une approche qui consiste à venir construire un complexe de Vietoris-Rips dans cet espace de forme multi-échelle et des méthodes pour détecter les composantes persistantes. Et ça nous permet d'obtenir ce type de résultat que vous voyez en bas, où en utilisant différents types d'espaces de forme, on va pouvoir caractériser des géométries assez complexes, assez variables. Donc on a des résultats en fait sur les géométries qui nous intéressent qui sont assez prometteurs. Et un autre axe que je trouve aussi très intéressant, c'est que en fait on se retrouve dans à l'instance d'un problème qui s'appelle de la persistance multiparamètre. C'est un problème qui n'a pas de solution en fait théorique aujourd'hui. L'idée c'est que quand vous faites de l'analyse topologique des données, vous allez faire grossir vos sphères là sur RIPS.
et vous allez regarder les comportements topologiques, c'est ce qu'on appelle une filtration sur un paramètre qui est la taille de la sphère. Et nous, on regarde aussi comment ça évolue au niveau des échelles. Donc en fait, on voudrait faire une filtration sur 2 axes, donc multiparamètres. Et donc la solution qu'on a proposée permet, dans un cadre particulier, d'apporter une solution à cette persistance multiparamètre. Et donc on a aussi pour objectif, en collaboration avec des collègues mathématiciens, de voir comment on peut réétendre en fait ces travaux à d'autres cas d'usage plus théoriques. J'en viens maintenant à mon troisième volet, qui concerne l'apprentissage machine. Donc là, on va s'intéresser à proposer des modèles qui vont permettre de faire des analyses de haut niveau sans avoir de modèle théorique, c'est du machine learning, et dans le but de résoudre un problème applicatif. Alors là, je vais revenir un petit peu sur les objectifs, sur ce que l'on cherche à faire et ce que l'on ne veut pas chercher à faire. On va s'intéresser à la résolution de problèmes applicatifs existants et mal posés théoriquement. Okay, donc le but, c'est pas de faire du machine learning pour faire du machine learning. C'est vraiment de s'intéresser à des choses qui existent déjà. Et pourquoi c'est important ça? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, les nuages de points, ils existent et ils sont utilisés par les praticiens. Et ces praticiens, ils ont 2 manières d'utiliser ces données. Soit ils utilisent des IA, donc en fait, c'est des réseaux de neurones qui sont énergivores, qui ne sont pas très efficaces dans la pratique et qui sont incapables de généraliser. Donc ça, c'est les retours qu'on a de tous les industriels avec qui on discute. Et du coup, ils réentraînent sans cesse le réseau. Donc on a en fait des clusters de machines qui tournent en permanence pour réentraîner ces réseaux pas très efficaces. Quand ça ne fonctionne pas, pour de nombreux cas d'usage, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils s'appuient sur des entreprises qui ont des opérateurs dans des pays à bas coût et qui réalisent la tâche à la main. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui concrètement. On peut se poser des questions en termes d'impact social, de souveraineté des données, etc., puisque souvent les données qui sont représentées correspondent à des structures importantes comme nos réseaux d'énergie, par exemple. Donc nous, on propose en fait d'étudier des alternatives à ce mode de fonctionnement, où on va concevoir des systèmes qui vont permettre de combiner le savoir-faire d'utilisateurs experts sur site et la puissance de calcul et d'analyse des systèmes informatiques. Donc, en termes de cas d'usage dans l'équipe, on a deux axes actuellement, en collaboration avec différentes entreprises. Donc, Yellowscan qui fabrique des capteurs LIDAR, où on va s'intéresser à des problématiques de débruitage de nuages de points, et avec Rolling Dot qui fait plutôt des approches de classification, d'analyse de nuages de points, où on va, ici vous avez une vue d'un corridor électrique de plusieurs kilomètres de long, où voilà, on a des lignes secondaires, des lignes principales, et il va falloir caractériser tout ça. Donc le principal challenge auquel nous, on s'adresse ici, c'est celui de la frugalité. Si on regarde l'état de l'art scientifique, les réseaux de neurones qu'on trouve dans les articles aujourd'hui sur les nuages de points sont des réseaux qui sont très coûteux, à la fois en temps de calcul et en quantité de données. Donc vous avez on appelle des backbones, des unités de base qui sont réutilisées dans les travaux, comme PointNet, CAP-conv et leurs variantes. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi en fait? Pourquoi on n'utilise que ces trucs coûteux et qui utilisent beaucoup de données? Donc là, pour moi, il y a 2 axes de réponse à ça. Le premier, c'est la tendance et la manière de travailler. La manière de penser globale aujourd'hui, c'est de se dire que lorsque j'ai un problème et que j'utilise un réseau de neurones, quel que soit son type, que ce soit des LLM, que ce soit peu importe, en augmentant le nombre de paramètres, donc en augmentant la taille du réseau, je vais augmenter les performances. Là, vous avez une illustration que j'ai prise sur Internet, il y en a plein comme ça, qui vous font une corrélation directe entre le niveau de raisonnement du réseau et la taille de ces paramètres. Si maintenant on regarde les articles de recherche, quand on évalue des réseaux de neurones dans des articles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer des valeurs quantitatives en fait sur les performances de l'algo. À quel point est-ce qu'il va bien classifier? Quels sont le nombre de vrais positifs, de faux positifs, etc. Et donc si finalement on n'évalue que ça, sans considérer les temps de calcul, la donnée ou autre, ben, il suffit mécaniquement d'augmenter la taille des réseaux en permanence, d'avoir des réseaux de plus en plus gros et ça va marcher de mieux en mieux. C'est un peu la tendance. L'autre problématique qu'on a aussi, elle est liée aux spécificités des nuages de points. Comme on l'a dit, on a des nombres de points arbitraires, on n'a pas d'ordonnancement, on n'a pas d'accès direct au voisinage. Tout ça, ça pose des challenges pour les architectures qui sont généralement résolues en augmentant la taille des réseaux et le nombre de données d'apprentissage. Une autre difficulté, c'est qu'on a de nombreuses classes de perturbations pour lesquelles les réseaux doivent être invariants. Par exemple, des transformations géométriques en termes de rotation, translation, mise à l'échelle, mais aussi en termes de résolution et d'échantillonnage. Lorsqu'on fait des réseaux, par exemple, pour faire de l'analyse d'image, si vous faites un détecteur de visage, comme celui-ci ici, ce réseau très spécialisé qui va bien fonctionner, il va s'appuyer sur plein d'informations qui vont être tout le temps présentes, savoir que un visage, il a une structure qui est toujours la même, qui est globalement toujours, on a la tête en haut, etc., etc. Et quand on analyse les nuages de points, il y a plein
ce type d'information, en fait, on doit être, on l'a pas nécessairement. Donc maintenant, si on s'intéresse à la manière dont les réseaux de neurones sont utilisés sur les nuages de points, globalement, on observe qu'on a des architectures de type encodeur. Vous avez votre nuage de points, il est encodé pour arriver dans une représentation. Donc il y a plein de noms pour cette représentation. Ça peut être un espace latent, ça peut être un espace de features, plein de noms. Et en deuxième partie de réseau, vous avez la partie qui réalise la tâche, à savoir le débruitage, la classification ou autre. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que les spécificités des nuages de points, ça vient principalement affecter les étapes d'encodage et de représentation. Donc pour vous donner une idée sur des architectures concrètes, ici vous avez PointNet, et ce que vous voyez, hein, c'est que la partie features, elle apparaît en toute fin de réseau, juste avant la prise de décision. Et toute la machinerie avant est faite pour construire cet espace cette représentation. Pareil avec PointNet++, donc PointNet++, c'est la suite de PointNet, où ils prennent des PointNet, ils les mettent les uns derrière les autres, pour ensuite construire des espaces latents ou pour venir faire des segmentations, des traitements directs. On peut avoir des approches différentes, comme les approches basées convolution, comme RIConv ou KPConv, qui vont avoir la même chose, où la convolution va être faite comme un entonnoir pour construire cet espace de features. Donc le postulat qu'on fait sur nos travaux, c'est que finalement, le coût d'une architecture, il est principalement impacté par l'étape d'encodage. C'est ça qui va coûter le plus cher. Donc notre proposition, c'est de se dire qu'on va intercaler entre le nuage de points et l'étape d'encodage, une étape de pré-encodage géométrique, correspondant finalement à notre espace d'échelle. Cet espace d'échelle, on l'a vu tout à l'heure, on sait le rendre robuste aux artefacts, on sait maîtriser les classes d'invariance, on sait faire des calculs efficaces. Donc en faisant ça, ça permet au réseau d'être plus compact, de se concentrer sur la tâche qu'ils ont réalisée, de faire la détection de structure uniquement dans un endroit qui est déjà qui a toutes les bonnes caractéristiques pour faire l'analyse. Donc ça nous permet ensuite de faire des systèmes comme celui-ci qu'on utilise donc chez Rolling Dot, où ce que vous avez ici, c'est un réseau de neurones qui est entraîné pour faire la classification en ligne électrique. Donc l'état de l'art, c'est des volumes de données très importants, des jours de calcul sur GPU. Là, nous, on a un réseau où vous avez la totalité du set d'apprentissage ici qui est présenté. Donc l'utilisateur a labellisé quelques points. L'apprentissage se fait sur un laptop en une trentaine de secondes. Et ensuite, la classification se fait pareil en une vingtaine de secondes sur un ordinateur commun. Et vous avez des résultats qui sont comparables à ce qui se fait dans l'état de l'art. Donc il y a quand même un changement en termes de manière d'appréhender l'usage des réseaux neuronaux. Donc j'en viens à la dernière partie de ma présentation qui concerne le bilan et les projets. Donc là, il y a plusieurs points clés que je peux mettre en avant. C'est que l'acquisition de surface, c'est un élément clé aujourd'hui, hein, c'est le cas de très nombreux procédés, et le traitement des données reste problématique. Donc il y a quelques années, je disais, on numérise à tout va et puis on met les données sur un disque et elles restent sur étagère, personne s'en sert. C'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, on les analyse, mais avec des systèmes qui sont globalement énergivores, ou alors avec des armées d'opérateurs qui utilisent eux aussi tous des machines, donc ça aussi, ça consomme beaucoup d'énergie. Euh, les cas d'usage sur lesquels sont utilisés les nuages de points sont globalement assez importants, même d'un point de vue sociétal. Ça sert notamment à faciliter le suivi et l'entretien d'ouvrages, transport d'électricité, voies de circulation, des usines, des ponts, des éoliennes, donc des éléments importants. Ça sert aussi à analyser et prévenir le risque, pour faire la détection de défauts ou de situations problématiques. On a eu la plupart des incendies qui ont eu lieu dans les grands parcs américains ces dernières années ont été causés par des végétations qui touchaient des lignes électriques, parce qu'on n'a pas la capacité d'observer toutes les lignes. Et donc, en utilisant des drones pour surveiller, pour détecter en fait ces situations problématiques, on peut éviter ce genre de situation. Et il y a aussi des liens avec la fabrication et notamment la réduction du gaspillage en faisant des pièces sur mesure en série. Et du coup, ces questions-là, je pense qu'elles sont à prendre en compte sur d'autres questions un peu plus qui vont dépasser le cadre de la présentation, mais liées à la résilience en fait de nos services essentiels. On a vu ce qui se passe quand le réseau électrique tombe dans un pays comme le nôtre, en Espagne récemment, et aussi à la souveraineté. Aujourd'hui, la tendance, c'est que toutes nos données partent sur des machines des pays étrangers dont on ne maîtrise pas forcément les tenants, les aboutissants. Donc, pour revenir un peu à ce que nous on fait, le nuage de points, il faut se rappeler que c'est qu'un proxy d'une scène réelle, et on a proposé des contributions sur trois axes: le calcul, la caractérisation et l'interprétation du proxy. Donc sur la caractérisation, on a fait
principalement de l'estimation différentielle. Et sur l'interprétation, on s'est intéressé à des questions interprétation avec des modèles et des méthodes plutôt basées apprentissage machine pour venir trouver d'autres types de structures. Il y a certains travaux que je présente ici, dont je n'ai pas parlé pendant la présentation, mais on a notamment un ensemble de travaux sur l'ouverture à d'autres cas d'usage, comme par exemple sur les indices de biodiversité en forêt. L'idée que je veux faire passer ici, c'est que on arrive à faire passer des méthodes, on a des méthodes d'interprétation des proxys qui aujourd'hui passent à l'échelle en termes de données, qui restent frugales. Et ça, c'est possible uniquement parce que on a réussi à faire ces calculs et ces caractérisations du proxy de manière efficace, robuste, avec des garanties théoriques, etc. Si on n'avait pas cette première partie, on serait incapable de faire du bon travail dans la suite. Donc, c'est vraiment important de se concentrer sur ces premières étapes du pipeline, parce qu'en fait, c'est ce qui change notre prisme de lecture sur la suite. Si j'étends ces travaux aux choses que l'on a en cours, euh, on travaille actuellement sur des questions liées à la factorisation des travaux. Cet espace d'échelle est très redondant, on calcule un peu toujours les mêmes choses, donc on a envie d'optimiser ça. On travaille aussi sur les outils logiciels, Ponca, qui est une bibliothèque sur laquelle qui implémente beaucoup d'outils que j'ai mentionnés. Et on a également une thèse sur pour la partie interprétation, sur des réseaux de neurones binaires. Donc, c'est des réseaux qui ont une très bonne promesse en termes de consommation et comportement. On s'intéresse à des cas d'usage comme le débruitage, comme j'en parlais tout à l'heure, et sur l'IA collaborative. C'est un sujet sur lequel je reviendrai dans quelques slides. Si l'on prend ces travaux, ce que l'on voit, c'est que finalement, on a des contributions qui vont de modèles théoriques à des systèmes très appliqués, en fait, en termes de type de contribution. Et j'ai mis un autre axe, alors je ne suis pas très satisfait du mot que j'ai mis, le TRL, le Technology Readiness Level, mais je n'ai pas trouvé mieux. Où en fait on a certains travaux qui sont très amont, plutôt théoriques, et on traverse tout le spectre jusqu'à arriver à des choses qui sont déjà intégrées dans l'industrie. Donc il y a une grande différence en fait en termes de contribution. Ce qu'on a aussi, c'est que on fait attention à rendre disponibles ces travaux. Tout ce qui est amont, finalement, est mis en avant dans des logiciels libres. Et lorsqu'on peut le faire, on essaie d'avoir les labels de réplicabilité sur les articles parce que c'est important pour que les méthodes puissent se diffuser. Donc maintenant, si je reprends ce pipeline sur lequel on a travaillé et que je l'insère dans la chaîne de traitement générale, ce qu'on voit, c'est que il y a un volet acquisition qui vient avant le calcul du proxy et il y a un volet système utilisateur qui vient après l'interprétation. Et donc là, sur ces dimensions-là, je vais positionner 4 axes de recherche sur lesquels on va souhaiter continuer les prochaines années. Le premier axe, l'objectif, c'est d'aller au-delà du nuage de points. En fait, le constat, c'est que le nuage de points, en réalité, c'est pas la donnée mesurée. C'est une information qui est reconstruite à partir de mesures plus bas niveau. Et ces mesures, elles caractérisent encore mieux les réflecteurs et le bruit que les nuages de points. Donc ici, j'ai illustré avec 2 types de lidar de technologies différentes, le full waveform, donc qui vous permet d'avoir les ondes complètes de retour au cours du temps, et le single photon lidar, vous avez un capteur qui, tous les pics aux secondes, vous dit si vous avez un photon qui est rentré sur le capteur ou pas. Donc sur ce second sujet, j'ai eu la chance de collaborer avec des collègues qui sont des spécialistes du traitement du signal et des résolutions de problèmes inverses. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est qu'en utilisant nos débruiteurs qui viennent d'informatique graphique, qui vont très vite et qui ont des bonnes constructions théoriques, on arrive à complètement changer la vitesse de résultat et la qualité des résultats qu'on obtient. En fait, ici, sur ces travaux, on est passé de reconstruction de nuages de points à partir de données photons comme ça. On est passé de plusieurs heures de calcul à des choses qui tournaient en temps réel. Donc ça change quand même la donne. On a des modèles qui sont quand même très puissants. Et donc l'idée là ici, c'est de venir prendre nos modèles et les étendre. Donc l'idée, ça serait les contributions attendues, ça serait d'arriver à généraliser ces modèles que nous utilise pour des données arbitraires, des grilles de photons, des ondes, euh, des, euh, des approches en fait qui sont un peu plus. On va pouvoir intégrer la mesure plus probabiliste en fait que l'on va avoir par le LIDAR. Et donc, ça passe notamment par des reformulations de modèles MLS sous forme intégrale. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on a une caractérisation qui est explicite du bruit, puisque finalement, le bruit, c'est vraiment notre bruit de mesure là, très bas niveau. Il y a bon espoir pour avoir des meilleures séparations du bruit et de la donnée. Le deuxième axe sur lequel je souhaiterais travailler, c'est d'aller au-delà du modèle surfacique. En fait, ce qu'on voit, c'est que les nuages de points, ils échantillonnent différents types de structures, hein. Ils échantillonnent des milieux participants. Par exemple, une canopée, en fait, va être traversée
par un laser et va être vu comme un milieu participant, comme un volume. On a les frontières des volumes, ce qui est ce qu'on analyse aujourd'hui, et on va avoir des structures de dimension encore inférieure, des linéaires. Et donc là, l'idée, c'est de venir mettre en place des méthodes de calcul efficaces pour identifier la dimensionnalité optimale de nos données. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est de venir corréler ça, lier ça à l'échelle. Parce qu'en fait, selon votre échelle d'observation, vous pouvez aussi changer la dimensionnalité perçue. Si vous prenez des chaises là qui sont tubulaires que j'ai devant moi, à une certaine échelle, vous avez bien un tube, c'est un séparateur d'un volume, et à une autre échelle, vous avez un filaire qui a une certaine trajectoire. Donc, intégrer ça, mélanger ça à l'échelle, ça peut permettre d'avoir de nouvelles descriptions de formes qui vont permettre de caractériser d'autres propriétés que celles que l'on sait caractériser aujourd'hui. Le troisième axe, c'est l'axe en lien avec donc ce qu'on appelle l'IA collaborative. L'idée, c'est que nos modèles, ils permettent aujourd'hui de contrôler interactivement des systèmes d'apprentissage machine. Euh, et ça change la donne en fait par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et ce qu'on voudrait faire, c'est dépasser ce modèle où vous avez des fournisseurs producteurs de réseaux de neurones qui vous donnent un réseau de neurones et vous allez le consommer, vous allez l'utiliser pour résoudre une tâche. Aujourd'hui, ça se passe comme ça, c'est séparé. Vu qu'on arrive à entraîner en temps réel, on peut changer la manière de travailler avec des systèmes d'apprentissage pour avoir une méthode plus intégrée. On va exploiter la différence d'analyse entre un humain qui va penser et un ordinateur qui sait calculer. Et donc, en combinant les deux, l'idée, c'est d'arriver à résoudre des tâches qu'on va avoir plus de mal à faire aujourd'hui. Et je vous invite à jeter un œil à ce livre sur des dinosaures et des fourmis, qui peut être vu comme une métaphore un peu de cet axe où les fourmis ne pensent pas du tout de la manière des dinosaures. que les dinosaures. Et enfin, dernier axe, j'arrive à la fin de ma présentation, sur faire le lien, en fait, pardon. Il apparaît que la compréhension de la forme, c'est un sujet qui est transversal, on le trouve dans plein de domaines. Et l'idée, là, c'est de venir revenir un peu, prendre du recul sur ce qu'on a fait et étudier le retour de nos travaux vers nos socles théoriques, donc l'espace d'échelle, l'analyse topologique des données. On a contribué localement à résoudre des problèmes. On peut se poser la question de maintenant, est-ce qu'on ne peut pas généraliser ça? On peut aussi l'étendre à des cas d'usage connexes comme en géométrie de l'information. Vous avez des nuages de points à très haute dimension. On peut voir si nos méthodologies ne peuvent pas s'appliquer sur ces données. Et enfin, un sujet, moi, qui m'intéresse depuis longtemps, qui vient de discussions que j'ai eues il y a de nombreuses années, c'est étudier les potentiels parallèles avec la perception humaine. Et notamment, je pense que quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est de s'intéresser à la compréhension progressive de la forme. L'humain a des stratégies pour comprendre la forme. Et peut-être que ces stratégies peuvent guider nos stratégies d'exploration de nos espaces multi-échelles. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci pour cette belle présentation. Alors, on va commencer les questions par, je vais demander aux reviewers qui sont à distance. Donc, par exemple, j'ai commencé par Bruno, si tu veux bien démarrer les questions. Ça marche. Donc, merci beaucoup pour ta présentation. Est-ce que tu me reçois bien déjà? Est-ce que Oui, le... je Oui, ok. t'entends très bien. Super, ok. Je vérifie toujours puisque des fois on a des petites surprises avec la visio. Donc, merci pour ta présentation. Merci aussi pour nous avoir détaillé ton programme de recherche. Ça répondait à la question que j'avais eue en off. Je t'avais envoyé un petit retour par rapport à ça. Et puis, bah, bravo pour tout ce travail, pour la présentation super synthétique, pédagogique aussi que tu nous as faite. C'est très agréable à suivre, bien illustré. Enfin, ça, on s'y attendait. Non, mais ouais, tu nous as bien montré du recul par rapport à tout ce que tu avais fait. Et donc, bah, je vais en venir aux questions. Donc, moi, j'aime bien avoir des questions super générales. Je ne vais pas aller te questionner sur des petits points de détail de tel algo, de géométrie différentielle, de tout ça, mais je vais te demander plutôt d'une manière générale, parce que là, on voit ton projet de recherche avec quatre axes de recherche. Donc, c'est ambitieux, mais il y a beaucoup de choses. Je pense que tu ne vas pas réussir à faire tout ça en même temps. Parce que bon, bah, si je résume, donc tu avais aller au-delà du nuage de points vers le bas niveau, les acquisitions de plus bas niveau, aller au-delà des surfaces, avoir des primitives de plus haut niveau. Au contraire, là, on est complètement à l'opposé du spectre. L'IA collaborative et la compréhension de la forme avec
intégrer des questions de perception. Donc, tu peux pas faire tout ça à la fois, c'est clair. Et donc, dans mes questions, première question que j'aurais, c'est par quoi tu vas commencer? Supposons que tu arrives à obtenir un financement pour un doctorant. Donc là, tu auras le droit de l'encadrer en premier encadrant. Sur quoi tu le mettrais, ton premier doctorant que tu arriverais à financer? Ouais, c'est une bonne question. Il y a un gros challenge sur arriver à me maîtriser et savoir sur quoi me concentrer. Je pense que alors, la réponse intègre des réflexions liées à ce que je fais en recherche et ce que je fais aussi avec Rolling Dot, qui forcément met un peu de traction aussi. Je pense que j'aimerais bien commencer par aller au-delà des nuages de points. C'est un peu ce qui va dans la continuité des travaux qu'on a en cours avec la thèse de Léo. Je, ouais, je pense que c'est l'axe qu'on peut attaquer le plus facilement en fait, parce que on a, comment dire, on a pas mal expérimenté ces dernières années au travers de stages sur ces sujets. Donc on a un risque là qui est assez faible. Et ce que ça peut permettre aussi, c'est de venir mieux gérer le problème du bruit, qui est aujourd'hui un problème central dans l'interprétation des données. Et mieux on est sur cet axe-là, mieux on sera sur la suite, sur les autres questionnements. Et je dis ça en disant que, en prenant aussi en compte le fait que sur la partie IA collaborative, on a déjà des travaux dans l'équipe aussi qui sont en cours, qui est un autre axe qui est assez pressant aujourd'hui. Ok. Et donc maintenant, si je continue dans la même direction, donc ça c'est pour après-demain. Maintenant, va se projeter beaucoup plus loin dans le futur. Supposons que tout ce que tu fais fonctionne du premier coup, tu arrives à obtenir des financements, les équations mathématiques, c'est les bonnes, ça converge, ça se résout, tes implantations, elles marchent du premier coup, tu obtiens des financements. On retourne te voir dans 5 ans. Qu'est-ce qu'on trouve autour de toi? Comment tu définirais le succès de ton approche, d'une certaine manière? Mhm. Je réfléchis. Euh, c'est comme question. Comment le succès de notre approche. Alors, j'avais commencé à me répondre à une autre question quand tu as commencé, où c'était sur quoi je travaillerai dans quelques années. Non, c'est une question Et de projection, tu vois. Tout a marché ouais, magnifiquement bien pour toi, c'est ce qu'on te souhaite d'ailleurs. On retourne te voir dans 5 ans. Qu'est-ce qu'on trouve autour de toi? ouais. Ce que j'aimerais, c'est que dans ces travaux, on essaie de porter une attention un peu à l'ensemble des étapes du pipeline pour faire des choses qui vont fonctionner dans le monde réel. Et du coup, si pour moi tout fonctionne, ça veut dire qu'à ce moment-là, on a des gens qui travaillent sur toutes ces étapes-là. En fait, on arrive à être euh, et même en intégrant en fait l'interdisciplinaire. Je pense qu'il faut arriver à se ramifier et à avoir des ensembles de spécialistes sur différents sujets qui vont travailler tous ensemble pour faire que les outils, c'est pas que des outils de niche les uns à côté des autres, on a un ensemble d'outils qui fonctionnent ensemble et qui sont intégrables après derrière, utilisables par des personnes. Hmm. Ok. Et donc maintenant, alors je continue. Ah oui, parce que ça j'aime bien donc, tu as mentionné que pour un doctorant, tu n'allais pas le mettre sur un sujet trop à risque, ce qui est assez sain, hein, parce que vaut mieux pas planter les doctorants. Mais maintenant, dans les différents sujets que tu as en tête, si tu devais aller sur un sujet hyper risqué, lequel ce serait, comment t'irais, qu'est-ce que tu choisirais, quelle serait ta stratégie? Parce que des fois, derrière les sujets risqués, il peut y avoir aussi des sujets à fort impact possible, Mm. high risk, high gain, quoi. Ouais. On peut penser aux travaux qu'on a pu faire avec Jules, notamment sur la Vidal, sur la partie TDA, Ouais, où on a mis 2 ans.
pour commencer à avoir quelque chose. C'est long. Et on s'est équipé en fait en collaborant avec bah, des experts. Donc là, c'était avec des mathématiciens qui nous ont apporté leurs compétences sur le sujet. Donc là, moi, si je devais choisir un sujet comme ça, je pense que ça serait le lien entre celui qui est à l'écran, le lien entre la perception humaine et l'analyse. C'est un sujet qui est, je pense, de longue haleine, Mhm. parce que la perception humaine, c'est compliqué. Il y a plein de directions et du coup, là, je m'associerai avec des personnes qui ont de l'expérience, de l'expertise à l'interface entre le graphique et ces sujets-là et aussi des experts en perception, en fait, voilà, pour avoir une équipe qui peut sortir des idées un peu originales sur ces Mhm. sujets. Voilà. C'est prospectif et je pense que c'est long terme. Ça marche. Euh, Alors, est-ce que j'ai encore le temps pour quelques questions ou est-ce que je veux pas manger tout le temps de questions? Un peu de temps, mais c'est vrai que je sais pas, la deadline. Ouais, la Ça deadline, marche. c'est- Donc, je vais aller assez vite. Donc, une autre question, c'est plus sur le passé maintenant. Regarde sur le passé. De quel résultat est-ce que tu es le plus fier et pourquoi dans tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Euh, alors, c'est pas trop ma tendance, ça. Résultat où je suis le plus fier. C'est pas un article en particulier, Oh, je parle pas d'article, hein, je parle de ouais, résultat. Ouais. ouais, je pense que c'est la construction de ces concepts autour du scale space là qu'on construit. Je pense que c'est la continuité de travaux de thèse. On était parti sur des trucs un peu expérimentaux, on savait pas trop, et ce qu'on voit, c'est que ça continue à marcher. On continue à creuser, ça continue à marcher, les intuitions sont là et ça, c'est hyper satisfaisant et ouais, je pense que ça serait ça le sujet. Ok, ça marche. Une toute petite dernière question. J'avais trouvé ça assez rigolo dans ton mémoire, les catégorisations en parasites, capitalistes, charpentiers. Euh, Est-ce que dans l'évolution, est-ce que tu verrais pas derrière ça le formateur de charpentier du futur, quoi, d'une certaine manière? Et quelle stratégie tu aurais pour faire ça dans l'idée, après faire, il y a transmettre, c'est aussi le sens Ouais, d'une HDR. Quelle est ta vision par rapport à cet aspect de transmission? ouais. Alors, euh, moi j'ai eu une tendance à certains moments, pour diverses raisons, de me retrouver à encadrer trop de monde. Donc, Mhm. ça va pas être faire du volume, parce qu'on ne fait pas forcément du bon travail. Euh, donc, c'est me concentrer. Donc, ce qu'on fait ici dans l'équipe, c'est qu'on identifie, dès qu'on le peut, des étudiants prometteurs. On essaie de les former le plus tôt possible pour qu'ils puissent après faire des thèses dans de bonnes conditions. On les accompagne et on essaie qu'ils puissent se développer pour continuer leur carrière. Et moi, le message que j'essaie de faire passer, c'est en fait, j'essaie de donner des chances aussi à des étudiants. Notamment, je pense à Shams qui a bossé sur la partie machine learning. Quand il est arrivé nous voir, bah, il était pas bien classé, il n'était pas forcément très bon, il était tout ça. Mais c'était quelqu'un qui était travailleur, qui avait envie, on lui a donné sa chance et il fait partie des étudiants qui ont eu un impact très fort sur l'équipe. Et quand il me disait, il me remerciait, je lui disais, ben, juste fais la prochaine fois, fais la même chose. Donc je pense que c'est ça un peu l'idée, c'est de donner leur chance aux étudiants, essayer de les accompagner au mieux et de les mettre dans des dispositions d'esprit où eux-mêmes vont essayer d'accompagner d'autres personnes. Ok, ça marche. Ben, merci beaucoup pour les discussions. Bravo encore. Et puis, ben, je repasse tout de suite la parole aux autres membres du jury parce que j'ai déjà pris pas mal de temps. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ben, Adrien, c'est à toi. Hop, désolé, je cherchais le micro. Euh, oui, je vais répéter ce qu'a dit Bruno. J'ai trouvé la présentation vraiment très claire, très facile à suivre, beaucoup d'illustrations et d'animations qui permettaient vraiment d'apprécier ces concepts qui sont géométriques, visuels, mais les montrer aide beaucoup à les comprendre. Moi non plus, je ne vais pas plonger dans des questions
très technique, d'une part parce que c'était déjà clair et aussi parce que c'est pas non plus mon expertise. Euh, une question que j'ai, c'est plutôt sur l'évolution du domaine. Donc, t'as bien expliqué à quel point les nuages de points sont présents dans beaucoup de milieux applicatifs. Je me demande si des modalités émergentes euh, bénéficieraient ou te feraient adapter tes outils. Donc, je pense par exemple, bon, issu de notre équipe, les Gaussiennes 3D qui finalement produisent pas un nuage de points, mais des nuages d'ellipsoïdes, ou bien dans les approches basées machine learning, les modèles génératifs qui ne capturent pas de la donnée, mais qui la génèrent. Est-ce que ces différentes évolutions récentes euh, voilà, t'inspirent? Est-ce que tu y vois des opportunités ou des challenges? Euh, donc pour tout ce qui est alors, premier axe de réponse, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des technologies émergentes qui vont arriver, qui ne sont pas encore forcément disponibles, qui vont permettre d'étendre encore l'impact des nuages de points. Je pense notamment aux approches basées Doppler, où on va avoir des nuages de points vitesse qui vont apparaître. Enfin, il y a tout un tas de technologies qui vont faire que les nuages de points vont être encore plus diffusés. Donc ça, déjà, on va s'intéresser à ces choses-là. Ensuite, pour ce qui est tout ce qui est lié au Gaussian splatting, je pense que euh, c'est une représentation qui permet de remplacer le point par quelque chose qui est plus étendu, qui est qui peut être vu comme une probabilité d'avoir une surface à un instant donné, d'un point de vue géométrique. Donc il y a du lien avec ça. Et si on arrive à bien généraliser nos modèles de reconstruction, on pourrait imaginer faire des reconstructions et des analyses directement sur des Gaussian splatting. Il y a une information qu'on n'exploite pas du tout dans le Gaussian splatting, c'est la partie apparence. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui revient régulièrement, où les nuages de points, on les analyse de manière géométrique, mais en fait, ils ont des attributs d'intensité, de retour scan, ils ont des attributs de couleur. Et pour l'instant, on n'y a pas trop touché. On commence à faire des tests sur ça. Euh, et ça serait un sujet intéressant. Et j'ai la conviction que sur la représentation de l'apparence, en fait, on a les mêmes problématiques. Enfin, on a des problématiques en tout cas similaires d'analyse multi-échelle par rapport au nuage de points, par rapport à la géométrie, mais avec des modèles qui existent déjà en rendu où il y a toute une littérature. Donc, ça serait intéressant de voir le lien aussi. C'était un peu le dernier item là, de ce slide. La relation entre transfert, pour moi qui m'intéresse, entre transfert d'informations entre la géométrie et l'apparence. Après, pour ce qui est des réseaux de neurones génératifs, là, c'est un domaine que je connais beaucoup moins et peut-être que les questions se poseraient au niveau des espaces latents et des architectures intermédiaires. Nous, ce qu'on a, c'est des débruiteurs, c'est des modèles qui sont des fonctions permettre de créer de la géométrie de manière assez contrôlée. Euh, Ce que l'on voit, c'est que bah, les réseaux de neurones, c'est des fonctions qui sont construites en agençant d'autres fonctions. Et peut-être que nos modèles pourraient être utilisés à l'intérieur des réseaux pour avoir des architectures plus compactes et tout aussi expressives que ce qui se fait aujourd'hui avec des séparateurs linéaires ou autre. Voilà. Merci, merci, très bien. Euh, et du coup, j'ai une seconde question qui est plus dans le même esprit que les dernières questions de Bruno. En effet, tu as présenté dans ton manuscrit, tu l'as structuré d'une manière assez originale, qui finalement n'est pas la même que la présentation. Tu l'as structuré plutôt sur tes rôles d'encadrement et tes stratégies en tant qu'encadrant à différentes étapes de ta carrière. Donc, basé sur finalement cette introspection, ce recul que tu as pris sur ton parcours, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux jeunes chercheurs qui viennent d'être recrutés, qui voient ta soutenance et qui se disent, ah, ben, dans 10 ans, je serai dans sa position. Est-ce que tu as voilà, des conseils basés sur ton expérience? Alors, je peux donner des retours d'expérience. Après, aller au-delà, je pense que je suis encore un peu jeune mais bon, je peux faire des retours d'expérience. Moi, pour ma part, je me suis retrouvé à vite me surcharger. J'ai voulu faire plein de choses.
J'ai écrit plein de projets, et ces projets, il y en a, ils ont marché. Ils ont tous marché d'un coup. Et après, j'ai plus réussi à suivre le rythme. Donc, je pense qu'un truc qui est important, c'est d'arriver à essayer, dans un environnement qui n'est pas forcément facile en termes de financement, d'arriver à se fixer des limites sur ce qu'on a envie de faire et là où on a envie d'aller pour pas subir un petit peu cet environnement-là, quoi. Dans un sens ou dans l'autre. Qu'on se retrouve sans moyens ou qu'on se retrouve avec trop de moyens. Je pense que ça, il faut faire attention. Après, moi, j'ai une chance énorme, c'est que je suis arrivé dans un labo et dans une équipe où j'avais un entourage qui était super. On m'a aidé, on m'a accompagné, on m'a formé, on m'a aidé sur les parties budget, sur la gestion des gens. Et ça, c'est peut-être un autre truc. Alors, c'est plutôt pour les gens qui sont pas encore en poste, mais c'est très important de savoir où vous allez aller, de connaître les gens et vous retrouver dans un environnement qui est bienveillant. Ça change tout. Donc, et l'environnement bienveillant de l'un n'est pas celui de l'autre, évidemment, on est tous différents. Donc, moi, je suis tombé à une place qui était pour moi très agréable et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pu travailler, j'ai pu bien travailler. Donc, ça serait ouais, un peu les deux axes. Et après, ne pas hésiter aussi à discuter avec les gens alors sans dire qu'on peut bosser sur tous les sujets, mais on a en graphique une certaine culture en termes où on fait à la fois des modèles qui peuvent partir très loin qui peuvent aller en matappli et des choses qui en même temps s'implémentent et qui passent à l'échelle. Et ça, c'est des compétences qu'on ne retrouve pas dans toutes les communautés. Et donc, discuter avec les gens, les collègues du labo, d'autres équipes, ça peut permettre aussi des fois de voir émerger des sujets interdisciplinaires. Et ça, c'est des sujets sur lesquels c'est super intéressant parce qu'on on découvre plein de choses, on apprend plein de choses. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça, je pense. Merci. Je pense qu'on peut passer au suivant pour être sûr que tout le monde puisse couvrir leurs questions. Merci, Adrien. Merci. On va passer à Maud alors. Merci. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui. Tout comme mes collègues précédents, j'ai vraiment apprécié de lire ton manuscrit et j'ai vraiment apprécié aussi ta présentation qui était vraiment très didactique, vraiment à l'image de ton manuscrit. À la fois cet effort de faire d'expliquer les concepts, la base des concepts, et puis d'aller dans les détails de ce que tu as pu faire. De manière plus générale, je voulais quand même revenir sur tout le travail que tu as pu faire avec ta résumé. C'est toujours compliqué de résumer ce qu'on a fait, mais tu as réussi finalement à essayer de synthétiser, et ça montre quand même le travail conséquent que tu as fait ces dernières années. J'espère que tu en as conscience. Il y a tout ce travail qui a été fait. Il y a des concepts théoriques avec des publis dans des beaux journaux, même des états de l'art. Donc ça, c'est aussi appréciable et puis souvent apprécié de la communauté, du développement logiciel que tu mets en open source. Donc ça, c'est aussi appréciable. Et puis beaucoup de contributions. Moi, je trouve vraiment c'est marquant chez toi des contributions et des collaborations, notamment avec des entreprises, jusqu'à créer ta propre start-up. Donc vraiment cette envie aussi d'aller jusqu'à l'applicatif finalement. J'avais noté à la fin de ta conclusion, je veux faire des travaux qui servent à quelque chose. Ouais. Et en fait, on retrouve ça en fait dans la lecture de ton manuscrit. Avant de lire cette phrase-là, je me suis dit, en fait, c'est ça. Il y a ce pipeline à chaque fois. Certes, je fais des contributions théoriques parce qu'on me les demande, je suis un académique, mais je vais jusqu'à l'applicatif. Et on sait que c'est pas le plus facile parce qu'on se retrouve face à des données réelles. Mm. Évidemment, ça marche jamais parce que les données réelles, ça marche pas comme on veut. Et donc finalement, il y a plein d'autres problèmes qui viennent. Et finalement, on retrouve tout ça dans ce que tu as fait, à la fois dans ton manuscrit et ta présentation. Et donc, j'espère que tu continueras sur cette lancée parce que c'est vraiment plutôt prometteur. Alors, j'avais des questions plus ou moins philosophiques et plus ou moins techniques. Alors, je vais faire un mix un petit peu des deux. La première, c'est, alors moi, j'aime bien les objets qui se déforment. Ouais. Euh, et du coup, tu n'en as pas du tout parlé dans ton manuscrit. Je crois pas que j'ai trouvé le mot déformable. Alors, c'est parce que, est-ce que c'est facile, c'est intégré, ou alors c'est parce que c'est trop compliqué et on s'en sert pas, comment tu abordes ces objets déformables dans ce que tu manipules? Ouais, c'est une bonne question, effectivement. Ça fait partie des trucs qui étaient sous le tapis, là, qui sont bien cachés dessous. Comme dirait un étudiant, il suffit de rajouter une dimension et puis c'est réglé. En vrai, c'est pas vrai du tout, hein. Donc ça va être compliqué. Et je pense qu'en fait, on peut répliquer. En fait, ça ouvre en fait une nouvelle dimensionnalité qui va poser plein de problèmes. Il y a des travaux
qui existe. Il y a toute une littérature sur l'animation, sur représenter des types de mouvements, etc. Je pense que on peut avoir les mêmes méthodologies d'analyse multi-échelle au sens temporel cette fois-ci. Et là, ouais, ça vient complexifier le problème. Et là, c'est un sujet où il faudrait collaborer avec des gens qui ont cette expertise-là. Ça pourrait permettre de faire le lien vers l'animation. Après, dans les cas d'usage sur lesquels j'ai travaillé, c'est vrai qu'on s'est plutôt intéressé à du statique. Les choses les plus proches qu'il y a, c'est ce qui est en lien avec les éoliennes. Peut-être le mot déformable avec les éoliennes, je sais pas. Mais bon, en fait, on a des objets qui se tordent énormément et c'est vrai que là, on avait envie de commencer à caractériser un petit peu les déformations de ces objets-là. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas du tout exploré et c'est vrai que dans mon environnement proche, j'avais Loïc qui bossait beaucoup sur les questions liées au skinning et aux déformations. Et c'est pas une thématique qu'on a actuellement qui est active et peut-être qu'on pourrait y revenir. Après, la question, c'est quel type de déformation on considère. Si on veut faire des humanoïdes, enfin, il y a des classes de mouvements déformables où il y a des modèles qui fonctionnent quand même assez bien, qui sont assez spécialisés. Euh, je sais pas si on pourrait avoir quelque chose d'aussi générique que ce qu'on a fait là sur la forme. Peut-être qu'il faut être un peu plus spécialisé. Je sais pas trop. Oui, alors je pense effectivement pas qu'une dimension, Non, non, on est d'accord. mais par contre, il y a sûrement des choses à extraire de ce que tu as fait qui pourraient marcher pour les objets déformables. Ensuite, c'est tout un autre pan de sujet de recherche que tu peux ouvrir. Complètement. Il y avait une autre chose aussi sur lequel je voulais revenir, c'est tout ce qui est le côté avec l'interaction humain-machine, le côté interactif. Tu en parles un peu à la fin en parlant notamment dans les perspectives de tout ce que tu as mis, dont tu l'as appelé un Interactive AI, donc du coup plus côté IA, mais de manière générale, en fait, quand on fait des nuages de points, on a envie aussi de montrer comment on veut interagir avec Mm. la visualisation qu'on en a et comment est-ce qu'on peut le faire de manière interactive. Tant qu'à faire, les utilisateurs, ils n'aiment pas attendre des heures que le nuage de Ouais, points il soit reconstruit. Comment tu vois ça dans tes travaux futurs? Parce que ça peut être quelque chose qui peut être pénalisant, parce que tu en as besoin au moins pour communiquer. complètement. Alors là, c'est un sujet que, alors moi, quand j'ai fait ma thèse, donc j'ai fait avec Patrick, Patrick Reuter, qui fait beaucoup de systèmes interactifs centrés utilisateur, quoi, on a fait de l'interaction tangible, on a fait tout un tas de choses. Et donc, c'est vrai que cette histoire d'avoir des systèmes dans lesquels l'utilisateur est au centre et va pouvoir en temps réel réaliser des tâches, c'est quelque chose qui est toujours là dans un coin de la tête. Aujourd'hui, c'est des sujets sur lesquels on travaille, mais plus côté industriel actuellement, donc avec Rolling Dot, où en fait on a une expertise, notamment avec David, où on a qui fait du rendu par exemple. On vient essayer d'attaquer la problématique d'avoir des systèmes qui permettent de visualiser les nuages de points et d'interagir avec d'une manière qui soit aussi confortable que d'autres d'autres formes ou systèmes enfin 2D ou 3D. Et donc là, on est en train d'expérimenter en fait finalement en prenant ce qui existe dans l'état de l'art jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Et une fois qu'on aura, en considérant la puissance d'avoir des ingénieurs industriels qui sont en capacité de faire des logiciels intégrés qui sont de bien meilleure qualité qu'un proto-recherche, c'est normal. Et une fois qu'on aura ça, qu'on va avoir poussé un peu les murs dans tous les sens, on pourra identifier, ça va permettre d'identifier des problématiques où d'un point de vue recherche, on va pouvoir apporter de nouvelles choses. Euh, il y a des questions liées notamment aux problématiques toutes simples, même des règles de sélection dans les nuages de points, qui sont problématiques. Donc sur ça, voilà, on a plein de choses à tester. On est plutôt en mode veille et état de l'art pour l'instant sur ces sujets-là. Après, moi, je pars bientôt, je pars au Canada dans une équipe dans l'équipe de Guillaume Gillet, où il y a une grosse compétence aussi en GPU, en rendu. Et donc, on va pouvoir aussi voir comment exploiter ces compétences-là pour faciliter l'interaction entre l'utilisateur et l'analyse de nuages de points, soit en faisant du calcul déporté sur les GPU, soit en venant ouais, en profiter du très très temps réel pour commencer à faire des calculs pour l'interaction. C'est-à-dire que, par exemple, pour éviter de boucher les trous quand on va faire de la sélection, il faudrait reconstruire localement la surface et se projeter dessus, enfin faire tout un tas d'analyses. Et ça, on peut bénéficier du GPU pour faire ça. Ouais.
Et, Ok. et après, je collabore avec Marcos aussi, qui est au labo. Et en bossant avec des gens comme ça, on peut, côté interaction de machine, faire des choses qui peuvent être pertinentes. Je suis beaucoup moins expert sur ça. Ok, merci. J'avais une dernière question un peu technique avant la question philosophique. La question technique, c'était plus sur le côté validation. J'ai vu notamment là que tu as mentionné sur la partie différentielle des benchmarking que tu voulais publier. Ouais. Donc on sait que c'est important aussi aujourd'hui finalement de publier à la fois de la recherche qui peut être productive, mais même de la validation et ça peut être très chronophage de valider des choses contre des données réelles. Est-ce que c'est quelque chose dont tu veux vraiment aller vers là? Alors, je vois que tu publies, tu as envie de publier en tout cas ton benchmark ici, dans ce cas-là. Mm. C'est des choses qui te tiennent à cœur ou tu as envie de faire un effort là-dessus ou pour l'instant c'est vraiment au cas par cas? Ouais. Alors, il y a un truc qui m'agace. C'est que on a énormément d'articles de recherche aujourd'hui qui sont évalués sur des données qui sont synthétiques et pas du tout représentatives de la vraie donnée. Et ça m'embête. Parce que je pense qu'en fait, on développe tout un tas de trucs qui, en fait, sont pas forcément pertinents et qui vont pas au bon endroit. Donc, l'idée là, ici, c'est de fournir des environnements, de faciliter la vie, en fait, faciliter la main à d'autres personnes qui viennent potentiellement d'autres communautés pour utiliser ces outils et avoir quelque chose de clé en main pour qu'ils puissent se comparer à ça. Et que ça change un peu leur prisme de fonctionnement. Là, aujourd'hui, c'est un peu ça l'idée derrière tous ces trucs-là. C'est bibliothèque.k, donc on développe en fait des outils qui sont assez classiques en graphique, mais qui pour d'autres communautés on le sont beaucoup moins. Et là, avec le benchmarking, c'est pareil. On va fournir tous les outils scripting, les vérités terrain, toutes ces choses-là. On collabore avec des personnes aussi donc, qui sont experts sur la partie génération des vérités terrain aussi, sur les données théoriques. Et mettre ça à disposition, je pense que ça peut aider à résoudre ce problème de non-représentativité des jeux de données. Aujourd'hui, moi, l'ambition, elle est plutôt là. Après, c'est compliqué, enfin là, même pour cet article, pour faire les évaluations, c'est compliqué de faire des vraies évaluations qui veulent vraiment dire quelque chose, quoi. Et donc, on a fait ce qu'on a pu sur ça, ça donne des résultats, ça donne des grilles de lecture. Et après, on a fait ce qu'on a pu. C'est bien. Oui, bah ça coûte cher en temps et Mm. aussi après on ne sait pas forcément ce que ça va donner. Mm. Juste une première petite question philosophique, j'en ai juste deux. La première, c'est du coup dans tes contributions, on voit bien que il y en a, t'as peut être un peu déçu, que c'est pas finalement abouti, notamment dans ta posture du parasite au début. Je pense que ça t'a tenu à cœur d'écrire ce chapitre juste Mm. pour finalement publier des choses qui n'ont pas été Ouais, publiées. Et donc, on sait tous que dans notre vie de chercheur, il y a plein de choses qu'on met pas à la poubelle, mais presque, parce ouais, que bah, c'est pas publié, et puis ça reste, et puis finalement, on passe à autre chose. Est-ce que dans le fil, est-ce que ça t'a vraiment embêté pour que tu puisses le publier, ou alors c'était juste me dire, au moins je l'aurais publié au moins une fois dans ma vie, cette contribution. Et comment tu vois les choses, c'est-à-dire, on n'a pas tous finalement laissé tomber des sujets. Est-ce que toi, tu vois des sujets que tu vas laisser tomber dans ce que tu as fait dernièrement ou qui tu sais que ça va rester à la poubelle et finalement, tu vas rien en faire? ouais. Tu sais pas encore. Je sais pas. Alors, pour répondre à la première partie sur cette histoire de tout ce qui est dans la posture du parasite, en fait, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Sinon, après, c'est fini, hein, on n'en parle plus. Et en même temps, c'est l'un des chapitres où je me suis le plus amusé à écrire. J'ai l'impression de faire de l'archéologie. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que en revisitant ces trucs-là, à la fin de chaque chapitre, en fait, je détaille des ouvertures possibles pour voilà, dire bah, on a fait ça et où est-ce que ça peut emmener. Et ça, c'est des choses que j'ai écrit, pensé au moment où j'ai rédigé. Et donc, ça m'a permis aussi de reprendre du recul sur ces sujets et ces sujets qui étaient dans un tiroir et que j'avais oublié, en fait. Mais là, maintenant, j'ai envie de m'y remettre un petit peu. Donc, ça, c'est, même si les gens sont partis, voilà, ça, c'est le premier truc que je retiens, c'est que des fois, on fait des trucs, ça s'arrête. Et puis, bah, peut-être qu'on pourrait y revenir plus tard, c'est pas grave, en fait. C'est peut-être juste pas le bon moment. Euh, Après, sur les sujets, il y a des sujets qu'on a mis de côté, que j'ai mis de côté récemment. On avait monté une équipe entre
le labo ici, l'IMT, l'Institut de maths à côté, et l'Institut de robotique à côté. On faisait de l'analyse de données non structurées en essayant d'avoir une approche multidisciplinaire. C'est quelque chose que, en fait, les journées de 24 heures étaient beaucoup trop courtes pour arriver à gérer. Et ça fait partie des trucs, pour l'instant, qui ont été mis de côté et je vois pas comment on va pouvoir revenir dessus. Ça, c'est un peu le problème. Et j'avais une autre idée en tête, mais je me souviens plus de ce que je voulais dire. Ouais, je sais plus. Bah, t'en donner l'exemple de ce chapitre Parasite, Ouais, peut-être que justement ça va revenir, enfin, puisque t'as pas l'air de mettre complètement la poubelle. Ça reste dans un tiroir, ça juste. reste dans un tiroir. Ouais, ouais. En fait, ouais, il y a dans les perspectives, je pense qu'il y a des trucs qu'on peut réexploiter pour faire des choses sympas, un peu one shot peut-être. Si on a Oui. des bons étudiants qui arrivent, ça peut être sympa de creuser une petite idée. Et du coup, ma dernière question pour finir. Donc, tu as nommé tes postures parasite, capitaliste, charpentier. Donc, c'est quoi le nom de la prochaine? Alors, quand j'ai quand j'ai conçu mon manuscrit avec toute modestie, il y avait 3 ou 4 chapitres de plus que j'ai viré parce qu'en fait, j'arrivais pas à écrire, c'était trop long. Alors, ces autres postures n'étaient pas forcément bien nommées, mais c'est aussi pour ça que je les ai enlevées. J'arrivais pas Il y avait un truc sur une posture un peu du coéquipier ou quelque chose comme ça, que je voulais mettre en avant. Euh, les projets en collaboration avec d'autres chercheurs, où en fait, on vient s'intéresser à une problématique où finalement, on est incapable de la résoudre seul en tant qu'expert d'un domaine et on va se mettre à plusieurs. Et c'est parce qu'il y a cette équipe qu'on va arriver à le résoudre. Et j'ai eu notamment des super souvenirs de travaux avec Megan ou d'autres personnes au Laplace. On a fait du transfert radiatif, qui n'est pas du tout, du tout mon domaine de base, mais en fait, on avait à représenter des objets dans des grands nombres d'objets et on a attaqué de manière géométrique en fait et on a réussi à faire des trucs qui marchaient bien d'un point de vue applicatif et c'était vraiment chouette. Donc je pense que ça serait ça la posture, c'est ça la posture d'après en fait, c'est finalement se dire, c'est comme le capitalisme mais en plus satisfaisant dans le sens où on n'est pas le seul à utiliser ses compétences. A priori, on mobilise un ensemble de compétences de différentes personnes qui sont expérimentées pour aller résoudre des problèmes voilà, à l'interface plus complexe, quoi. Ok, merci et encore félicitations. Merci. Merci. Eh bien, je vais me tourner vers Pascal. Bon, Bon, merci Nico pour déjà le document qui m'a accompagné toute la semaine là. Je me suis régalé à le lire. Bon, j'ai aimé plein de trucs dedans, le format déjà qui est original. Comme je te disais tout à l'heure, je trouve que c'était très synthétique et pourtant tu rentrais dans des détails techniques et je trouvais cet équilibre, à mon avis, ça t'a demandé pas mal de taf Mm. et enfin même beaucoup, je pense, et j'ai beaucoup apprécié. Le fait que tu abordes la frugalité et pas qu'en surface, ça aussi c'est très intéressant. Et aussi, ce que tu en as un peu parlé tout à l'heure, le fait de faire attention à pas se surcharger en temps d'encadrement, Mm. tous ces aspects-là un peu, on va dire, autour. Ouais, tout ça c'était important et ça donne une place à tout ça, je trouve ça vraiment. Donc, du coup, j'ai une question ouverte et puis un sujet de début de discussion. Je vais pas aller plus loin que ça. La première question ouverte, je trouvais que c'était très intéressante. On a parlé à la fin avec les données LIDAR, c'est l'aspect mesure probabiliste. Ouais. Et ce que je me demandais, c'est comment tu voudrais les utiliser? Parce qu'on peut imaginer deux choses, je pense. Une première, c'était peut-être d'établir, de revenir à des points peut-être avec des intervalles de confiance, alors peut-être sur les positions, sur le normal. Mm. Et, et c'est par exemple que la surface reconstruite passe dans ces intervalles de confiance, qui est peut-être une approche différente de ce qui s'est fait jusqu'ici. Tu vas peut-être me contredire, je sais pas. Et une autre façon de voir les choses, c'est de dire non, en fait, ce qu'on veut reconstruire, c'est on veut conserver ces incertitudes Ouais. dans la représentation elle-même. Ce qui me rappelle un petit peu les travaux récents que tu connais peut-être, je sais pas, sur les processus gaussiens qui sont sortis l'année dernière à SIGGRAPH, et qui font notamment un lien en plus avec le rendu dès lors qu'on arrive aux échelles microscopiques. Voilà, c'est une question, une première question un peu large, hein, je sais, mais Euh, alors, ce qu'on a, je vais commencer par écrire ce qu'on a fait ici là, dans ces travaux. Où on avait donc des distributions de photons. Ces distributions, elles sont composées de photons qui viennent vraiment des réflecteurs qui nous intéressent. Et on a aussi un bruit de fond. Vous pouvez le voir là sur l'histogramme, cette chose-là. Ça, c'est
voilà, des photons qui rentrent en permanence. Et donc là, en fait, on a deux types de bruit. On a le bruit qui correspond à ce background qu'ils appellent, et ensuite la, le résultat de la réponse de la surface au laser. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un laser, c'est un faisceau qui est à une certaine taille, en fait, c'est pas infinitésimal. Et donc, en fait, la réponse que vous avez au centre de votre faisceau laser, c'est l'intégrale c'est la somme, en fait, de toutes les réponses, de toutes les surfaces qui sont dans ce domaine. Donc ça vous fait une deuxième sorte de bruit qui est très compliqué. Et en plus, après, vous avez le bruit du capteur, le SPD, là, qui fait la mesure, qui peut se planter de temps en temps, et qui se plante d'ailleurs de temps en temps. Et donc, pour gérer ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé en fait, c'est des processus bayésiens derrière qui viennent optimiser, voilà, on a un problème d'optimisation à résoudre, et on utilise nos systèmes de représentation de surface pour projeter la donnée dessus. Et on va mesurer finalement le processus. Son objectif, c'est de reprojeter les données sur la surface, de sorte à expliquer au mieux les données. Donc c'est ça aujourd'hui le modèle qui est fait. Donc là, finalement, on ignore complètement la notion de bruit explicite, quoi. Moi, je pense que c'est pour ça que je veux retourner sur ces modèles-là, c'est pour aller au-delà de ça. On a des modèles comme les varifold, par exemple, qui consistent à venir considérer des incertitudes sur les positions, les normales autour des points. Et je suis convaincu qu'effectivement, la métaphore du point, elle est trop limitée. Et je pense qu'il faut avoir des représentations plutôt sous forme ouais, de proba, de se dire que la surface est par là. Pour les normales, c'est plus compliqué parce qu'en fait, les normales, c'est pas quelque chose qui est mesuré. Alors, ça dépend. On pourrait imaginer faire du problème inverse au sein d'un pixel, mais pas mesuré. Et je perds le fil de mes pensées. Tu Je parlais pense qu'on d'intervalle de confiance. effectivement, sur cette histoire de probabilité d'avoir une représentation qui est un peu plus floue, ça a aussi énormément de sens lorsqu'on va faire du multi-échelle. C'est-à-dire que le flou, on le pense comme une notion, en général, comme une notion d'incertitude. C'est-à-dire que j'ai un point, j'ai une fonction de bruit autour qui va me dire mon point est à peu près par là, donc je caractérise le bruit. Mais en fait, quand je monte dans les échelles, ben, j'ai aussi ce genre de choses qui va apparaître. J'ai un point et en fait, j'ai un ensemble d'informations tout autour. Et du coup, on est toujours dans ce mode de pensée base-relief. J'ai mon signal de base et un relief ou un bruit autour. Et peut-être que tout ça, ça peut être représenté de manière un peu plus probabiliste. Voilà. Et avec les MLS, a priori, on a des choses sous la main pour représenter ces modèles-là, quoi. Et est-ce que tu penses que, petite complément, les attributs qui peuvent être portés par les points pourraient soit être raffinés, soit ajouter de Ouais, l'information qui permettent. complètement. Ouais. Ouais. Ce qu'on observe là, quand on fait des tests, c'est que oui, les attributs sont importants. Les attributs de voilà, la réflectivité, notamment, c'est une information qui est importante. La couleur, ce qui est compliqué, c'est qu'en général, les lidars, ils sont monochromatiques. Et donc, la couleur, elle est obtenue en utilisant un autre capteur qui va être réaligné. Donc, c'est pas une donnée qui est parfaite. Par contre, je sais que dans le cadre de ces travaux, j'avais travaillé avec des collègues qui faisaient de l'optique et qui avaient des lasers dont ils pouvaient changer la longueur d'onde et pouvoir avoir des réponses, en fait, variables. Il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là aussi. Là, c'est vachement plus prospectif. Ok. Bon, deuxième point. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à bien l'exprimer parce que c'est plus une discussion et c'est un peu frais dans ma tête. Euh, c'est sur le lien avec, tu t'en doutais, avec la perception. En même temps, tu m'as tendu une perche, je suis obligé de la prendre. Enfin, je ne suis pas obligé, mais je vais le faire. Et en fait, on avait beaucoup discuté d'espaces d'échelle pendant la thèse, puis tu as continué énormément là-dessus. Et les espaces d'échelle c'est un outil mathématique qui essaie de reproduire, mais pas à l'exact, les premiers stades de la perception visuelle. En fait, ça s'en inspire. Et quelque chose qu'on peut apprendre lorsqu'on s'intéresse aux théories plutôt récentes de la perception, c'est que les premiers stades, en fait, donnent de manière presque inconsciente un premier traitement des données, on va dire en visuel dans le cadre de la perception. Et qu'après, il y a énormément de choses qui viennent, donc c'est du bottom-up, énormément de choses qui viennent de top-down. Même au niveau physiologique, il y a, je crois, un truc comme 80% des connexions qui sont top-down et 20% qui sont bottom-up dans une partie du cerveau qui s'appelle le gène, peu importe. Mais donc, il y a énormément de choses qui viennent bien, soit de l'expérience, soit de la tâche en cours, soit Mm. d'énormément de choses qui sont a priori, et puis aussi des éléments qui permettent de reconnecter des informations locales en informations plus globales. Et
Eh ben, je me demande si tu avais considéré cette idée-là de dire qu'en fait, le scale space, ce serait juste un premier traitement qui viendrait, on va dire, dégrossir le signal à plusieurs échelles. Bon, je pense qu'est-ce qui s'en rapproche le plus, peut-être tes travaux sur l'IA. Euh, à ce stade-là, on pourrait d'ailleurs s'intéresser à plusieurs types de primitives en même temps. Ce serait une sorte de collection d'analyses, quoi. Mm. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est aussi peut-être rajouter localement des informations de confiance sur les données, sur la capacité des primitives à analyser. Et une fois qu'on a ça, primitive, confiance, échelle, réfléchir à des méthodes top-down qui peuvent incorporer des a priori en fonction de l'application, voire de l'interaction. Je te fais une longue tirade, mais si tu as de l'interaction, en plus, tu pourrais te poser la question d'une boucle d'interaction, c'est-à-dire faire du bottom-up, du top-down, et puis boucler dans l'interaction. Donc ça pourrait ouvrir de nouvelles perspectives, je pense. Et il y a plein de ressources en perception dont tu pourrais t'inspirer, dont on pourrait parler après. Mais déjà, sur l'idée, qu'est-ce que tu en penses? Mm. Ben, j'ai l'impression en toute il y a une corrélation en fait entre ce que tu as dit et ce qu'on fait, l'approche qu'on a choisie pour l'apprentissage, où en fait on vient de prédigérer la donnée pour la mettre dans un espace qui, lui, est l'espace qui contient des features qui vont permettre à un réseau de faire une prise de décision. Et en fait, c'est ce qu'on fait aussi quand on fait de la TDA dans les espaces de forme. On a changé de manière de représenter la donnée et on fait l'analyse là-dedans. Et on voit que ça marche vachement, vachement mieux. Donc, ce que tu dis, je pense que j'adhère à 100% à ça. Euh, après, la question, c'est comment est-ce qu'on réinjecte les connaissances dans le modèle d'analyse. Euh, un petit peu. Donc, autant. Donc, ce qui me gêne, en fait, ce qui m'embête quand j'entends ce que tu dis, c'est que j'aurais l'impression que la réponse à ça serait des réseaux de neurones. Pas J'ai- forcément, je dirais. Non, non, mais, ouais, ouais, mais Je- si tu veux, si je devais l'implémenter aujourd'hui, si je devais aller vers là, je pense que la machinerie que j'utiliserais par défaut, ça serait celle-ci, aujourd'hui. Et c'est pas celle qui me satisfait le plus parce que j'aimerais bien arriver à concevoir des modèles un peu plus, tu vois, qui aient un peu plus de sens. Euh, et peut-être la TDA, peut-être on peut commencer à faire des choses. Mais, euh, mais ouais, je pense que ça va, en fait, ça va complètement dans la direction de là où on va aller, hein, ce que tu dis. Et sur l'idée d'avoir des confiances en espace et en échelle, Ça, sur le c'est, primitif, c'est déjà intégré peut-être dans en les fait, méthodes. ce qu'on est en train de faire là dans les réseaux, dans les méthodes d'apprentissage interactif, une des premières choses, c'est que, en fait, le pipe, c'est que l'utilisateur va venir labelliser la donnée, le réseau va apprendre. Aujourd'hui, ce qu'il fait, il classifie, il donne un résultat, et t'es content, t'es pas content. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en temps interactif. L'idée ensuite, c'est que le réseau, il puisse dire plusieurs choses. Il puisse dire, allez, à cet endroit, je suis pas d'accord avec toi. Ou alors, je suis pas du tout certain de ce que je dis. Ou alors, dans ta classification que tu m'as donnée en entrée, là, potentiellement, c'est étrange. Ou alors, telle structure, là, tu l'as pas labellisée, et moi, j'ai un doute dessus, j'aimerais que tu me donnes un input dessus. Ça, c'est la première action à faire pour intégrer les incertitudes. L'autre axe aussi, c'est on collabore avec des collègues, donc soit côté maths, soit côté ici euh, machine learning, qui font l'explicabilité. Et l'intérêt qu'on a avec nos réseaux, c'est qu'ils sont très petits, très compacts, et en fait, ils sont potentiellement explicables. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où ils sont explicables et qu'on sait comment est fait la prise de décision, on peut montrer à l'utilisateur euh, comment le réseau a fait sa prise de décision. Et l'utilisateur, il peut interpréter ça et se dire, tu sais, c'est comme l'histoire du réseau qui apprend à différencier les loups et les chiens, parce qu'en fait, les loups, ils sont toujours devant la neige. Et donc, en fait, ça, ils ont fait un détecteur de neige et pas un détecteur de neige. Voilà. Et donc, en montrant ce type d'information aussi à l'utilisateur, en ayant des réseaux explicables, compacts, je pense qu'on peut arriver à faire des systèmes qui vont mieux fonctionner. Bon. Ok, on continue la discussion. Voilà. Merci. Loïc? D'accord. Ben, moi, du coup, j'aurais pas de questions. On s'en pose assez depuis pas mal d'années. Donc, ben, je suis super content d'être aujourd'hui sur cette soutenance et devant Nicolas faire une telle présentation devant son jury. Moi, je vais plutôt faire une mini histoire. Je vais faire très court, pas prendre trop de temps non plus.
Et ça m'a fait me rappeler, là, je me posais la question, la première fois que j'ai vu Nicolas, ça devait être autour de 2010, je pense. Et j'allais à Bordeaux pour voir Patrick Reuter. Et il m'a fait faire le tour de ses doctorants. Et je suis sûr que à ce moment-là, il m'a montré des trucs sur du multi-échelle. Et j'ai vu ses premiers schémas là, avec des arches comme ça, où on a les descripteurs qui remontent en échelle et avec les zones de stabilité. Bon, bref. Là où j'ai pu vraiment le rencontrer, c'est quand il a été recruté par David en postdoc ici dans l'équipe. Euh, à l'époque, il travaillait sur la manipulation de palettes de couleurs. Donc, pour moi, c'était assez loin. Moi, je ne suis pas du tout dans cette thématique-là. Je fais de la géométrie. Et la première fois, je pense qu'on a travaillé ensemble, c'est quand on a bossé sur votre Publicigraph, justement sur les palettes de couleurs. Et ça a été le début, le tout début d'une collaboration qui, pour moi, a été extrêmement importante et qui doit remonter à la louche à une dizaine d'années à peu près, quasiment peut-être un peu moins, allez, je vais dire. Ouais, on doit être par là, hein, par là, à peu près, sur cette époque-là. Et ça doit faire à peu près 7 8 ans qu'on travaille de façon plus régulière ensemble maintenant. Bon, déjà, Nicolas, suite à son postdoc, il a été, bon, c'était déjà un étudiant avec un parcours brillant, hein, c'était assez remarquable. Et donc, ça lui a permis d'obtenir un poste de CR-CNRS avec une affectation pour nous, avec énormément de chance à l'IRI. Donc, ça a été le premier chercheur qui est arrivé dans notre équipe de recherche. Et la première chose qu'il a fait, c'est se relancer sur des travaux sur l'analyse de nuages de points. Et pour moi, c'était super parce que j'étais tout seul dans l'équipe à faire de la géométrie. Et donc, voilà un nouvel arrivant, qui plus est CR-CNRS, hein, qui se met à faire de la géométrie aussi. Et j'ai bien entendu sauter sur l'occasion pour travailler avec lui. Et puis, c'était une époque aussi où je commençais à me poser des questions sur les thématiques de recherche que j'avais. J'avais de plus en plus envie de faire une mobilité scientifique, de travailler sur d'autres sujets. Et là, j'avais une occasion en or un peu qui se présentait à moi. Alors, Nicolas, bon, scientifiquement, il est très fin, hein, je pense qu'on est tous rendus compte. Et quand on travaille avec lui, ben, c'est un accompagnement, je dirais, en toute sécurité scientifique. Sur les modalités sur lesquelles il est expert, on peut y aller les yeux fermés, l'écouter et apprendre parce qu'on peut avoir la conviction qu'on a sûrement un apprentissage de haute qualité et qu'on rentre dans un domaine par une bonne porte et on est bien accompagné. Associé à ça, j'ai pu bénéficier de ses grandes qualités humaines. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a, quand on travaille avec lui, hein, qui a une forte volonté de maintenir des relations saines avec ses collaborateurs et d'instaurer un climat de travail qui est à la fois agréable, détendu et surtout propice à la réflexion scientifique. Et ça a fait que ben, pendant probablement 8 ans maintenant, je pense que je me suis régalé, moi personnellement, scientifiquement, ça a été un régal de travailler avec lui, de bouger doucement vers des thématiques de recherche variées. Alors bon, ça a été abordé hein, déjà, hein. Je pense que tous les gens qui ont lu CHDR s'en sont rendus compte, hein. Avec Nicolas, ça bouge, hein. On ne prend pas un domaine de recherche, on ne reste pas collé pendant 8 ans, hein. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc, on a touché à beaucoup de choses. Euh, alors, on est allé traitement de nuages de points, on a fait un peu d'apprentissage, on est allé vers la topo, on a fait un peu d'IHM. Bref, on a un peu picoré à droite à gauche avec des gens très intéressants et des collaborateurs brillants, ce qui fait qu'on s'est fait vraiment plaisir sur des sujets dont certains étaient ultra exploratoires. Et en même temps, et ça aussi, ça a été souligné. On va de sujets très exploratoires, très théoriques, jusqu'à du transfert industriel, et j'irai même beaucoup plus loin aujourd'hui, jusqu'à l'encadrement d'ingénieurs qui font du développement de produits, mais de produits issus de la recherche. Et ça, comme tu as dit, Maud, bah, c'est super compliqué en fait. On découvre un nouveau métier de chercheur. C'est complètement différent. Là, on vient se heurter à la réalité d'un produit qui va être utilisé par des utilisateurs experts d'un domaine qui n'est pas du tout le domaine sur lequel nous, on travaille. Euh, et scientifiquement, c'est dur. Et je trouve ça personnellement beaucoup plus dur finalement que les recherches théoriques. Surtout au bout d'un certain nombre d'années, quand on devient spécialiste de son domaine et qu'on a son petit bac à sable dans lequel on est habitué à jouer, on a une bonne lecture de là où on veut aller, où on peut aller. Et pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire des grosses contributions scientifiques finalement dans ce terrain-là que de partir comme ça à l'exploration et de descendre vers des choses qui scientifiquement sont plus difficiles à vendre,
et pourtant, moi, qui me semble tellement dur à produire. Voilà, je vais pas m'étendre trop, mais vous voyez, on est allé finalement des choses très théoriques jusqu'au montage d'une startup. Ça aussi, c'est une aventure qui est humainement très forte, hein. Et voilà, et donc tout ça pour dire, je suis ultra fier, hein, vraiment fier de présenter Nicolas pour cet HDR. Euh, voilà, bon, il l'a déjà dit, il va enchaîner l'année prochaine, encore un projet de plus, il va partir pendant un an au Canada. Bon, enfin bon, ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. Voilà, donc je suis vraiment ravi, je suis extrêmement fier d'avoir eu la chance de travailler avec toi, hein, Nicolas, je te le dis, je pense que je te l'ai déjà dit, je te le répéterai probablement. Et puis je te souhaite que tout continue comme ça, que voilà, que personnellement et professionnellement, tu continues à te faire plaisir, à te faire plaisir dans ton environnement. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Loïc. Bon, en tant que président, bon, non, je pourrais ne pas poser de questions, mais j'ai quand même plein de questions. Mais je voudrais d'abord me joindre à mes collègues sur déjà d'être ravi et d'être ici, en fait. Je suis peut-être dans le jury celui qui te connaît en premier, en fait, puisque je t'ai eu en licence professionnelle. Tu étais un étudiant assez hors du commun, en fait, et tu as réussi à très bien réussir et à rentrer en master. Et je suis absolument épaté du parcours que tu as suivi, de tout ce que tu as réussi à faire, alors qu'entre guillemets, les probabilités ne te donnaient pas beaucoup d'espoir. Donc, je ne sais pas si le modèle probabiliste, c'est les meilleurs, hein, puisque tu vois, tu as défié les problèmes probabilistes dans ton cursus et dans ton parcours, mais c'est vraiment remarquable. Et je suis très heureux de te voir là. Parce que, en fait, ouais, je t'avais pas revu, je pense, depuis 17 ans, peut-être, au moins, je Un sais pas. certain temps. Ouais, voilà, Ouais, un c'est ça. certain temps. C'est agréable de se retrouver là, et donc je suis ravi d'être ici et d'admirer le travail que tu as fait, même si, évidemment, j'avais déjà vu des travaux de ta part. Euh, voilà. Donc, je te remercie aussi pour cette présentation qui était vraiment effectivement très agréable à suivre, très bien illustrée. C'est un vrai plaisir, en fait. Donc, bah, j'arrive un peu à des questions. Alors, je vais quand même en avoir quelques-unes. Alors, la première, c'est quand même, elle est assez évidente au travers de ta présentation. Visiblement, il y a des problèmes de bruit dans les données qui ont l'air très importants. Mm. Est-ce que ça ne vient pas du fait que Loïc tient le lidar quand il prend les données? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux un trépied ou peut-être quelqu'un de plus jeune, quoi? Oui, c'est vrai qu'effectivement, Loïc est très sympa, mais il peut être maladroit. Donc, sur sur cette vidéo-là, on faisait du test de mouvement. On s'amusait à balancer le capteur dans tous les sens pour voir si ça marchait. Et donc là, on était dans le mode stable. Voilà. Donc Loïc sait faire ça à merveille. Ouais. D'accord. Plutôt le féliciter et le remercier d'avoir fait ça. Donc, c'est un très bon stabilisateur C'est optique, en un fait. voilà, stabilisateur, déstabilisateur selon le besoin. Très bien. Bon, ben Loïc, bon, pour une prochaine campagne, on te contactera. Voilà. Alors, bon, pour des questions donc, un petit peu plus sérieuses, je vais peut-être commencer sur quelque chose que tu as beaucoup utilisé pendant tes travaux sur les nuages de points, qui sont les modèles à base de sphères algébriques et Mm. de fitting de sphères algébriques de différentes façons, mais bon, c'est essentiellement un peu de moving least square et ce genre de choses. En fait, moi, ce qui m'épate dans ce type de modèle, c'est une définition qui est relativement locale, enfin donnée par le noyau. Et puis, ça permet de construire des fonctions implicites en paramétrant par le noyau et l'échelle du noyau essentiellement. Ça a l'air de marcher remarquablement bien en pratique. Mm. Et je me posais la question de quels étaient les résultats théoriques qu'il y avait euh, de stabilité, de robustesse, d'espace échelle. Voilà. Et Mm. c'est-à-dire que je suis presque étonné de la qualité des résultats, Ouais. au sens que je ne sais pas trop quels sont les résultats théoriques de robustesse qu'il y a derrière. Ça me rappelle, pendant ma thèse, j'ai eu une visite suite à un jury de thèse, sans doute, Bruno, qui était venu, et je lui avais montré ce que je faisais, et je lui avais montré les trucs, il me dit, mais ça a l'air magique ton truc, pourquoi ça marche? Bon, j'avais baragouiné un truc, c'était pas fou, je pense, mais
Euh, il y a des résultats dans les années 2000, il y a eu beaucoup de travail sur les MLS qui ont été faits. Et il y a des résultats, je pense, en mono-échelle sur la partie, voilà, sur la convergence de ces algos, etc. Par contre, en multi-échelle, euh, à ma connaissance, il n'y a pas. Du moins, en tout cas, dans le domaine et en discutant avec des mathématiciens, il n'y a jamais rien qui a popé, quoi. Et c'est quand je dis que j'aimerais bien retourner vers le scale space, enfin, la théorie sur la partie espace-échelle, c'est ça que j'aimerais regarder, c'est qu'en fait, quand on fait du scale space traditionnel, ben, on a des opérateurs de lissage gaussien qui sont appliqués, qui ont certaines propriétés. Là, on fait quelque chose qui est différent, mais qui se comporte de la même manière. Donc, ça serait intéressant de creuser pourquoi. En parlant, je pense à un papier de Marc Pauly qui fait le lien, qui montre le lien entre l'application d'opérateurs gaussiens sur des images et l'ajustement de plan avec une pondération gaussienne sur des nuages de points, qui montre qu'il y a une corrélation entre les deux. Mais à ma connaissance, il y a pas d'autre chose. C'est bien dommage. Et là, c'est le sujet qui m'intéresse, mais là, clairement, il va falloir que je collabore avec des gens compétent parce que c'est pas, je peux être un peu creux sur ça. Quand on regardait tes vidéos, on voyait nettement que, par exemple, c'était très dépendant de la primitive que tu utilisais. Les plans Non, les n'étaient plans, absolument pas stables, ce qui est non. d'ailleurs pas très surprenant parce que ce sont des primitives infinies que tu vas essayer de fitter à des choses qui sont finies. Donc, c'est potentiellement, tu peux avoir des choses qui vont se mélanger, qui sont assez loin, en fait. Mm. Et de ce point de vue-là, les algébriques, enfin, l'utilisation algébrique permet de, je pense, garder la localité et peut-être espérer d'avoir plus de résultats de stabilité. Ouais. Voilà. Et Mais, puis le plan agit comme une moyenne, en fait, finalement. Mais ça marche pas dès qu'on a de la complexité. Et après, ce qu'on voit, c'est on a fait du feed de quadrique. On monte un peu dans. Donc, en fait, la sphère, ce qui est bien, c'est que c'est à l'ordre 2, donc ça a une certaine expressivité. Mais en même temps, c'est assez contraint, donc ça part pas dans tous les sens. L'espace de paramètres reste contrôlé. Et quand on monte dans les quadriques, finalement, j'ai fait des visualisations des champs quadriques, c'est quasiment les mêmes que ceux des sphères. Donc, bon, faut creuser ça. bon. Euh, alors, donc, oui, bon, ça c'était un petit peu pour une petite question technique. Je vais pas rester trop de temps, j'en aurais plein en fait, mais je pense qu'on y passerait trop de temps. Euh, Peut-être quelque chose qui est plus sur ton programme là de général. Euh, il y a une chose qui me semblait intéressante. Donc, tu essaies de dire, bon, voilà, il y a un pipeline actuellement de l'acquisition jusqu'à de l'exploitation des données. Et clairement, il y a des choses à faire aux interfaces de Mm. ces différentes tâches. Et il y a une chose qui me semble, en tout cas, ou alors, enfin bon, moi je suis dans un laboratoire de maths, donc je me pose pas les questions comme ça en général, mais là, c'est intéressant parce que toi, tu touches, on va dire, à tout le continuum. Et notamment, tu touches au continuum à l'aspect acquisition. Mm. Et j'ai l'impression que nous, chaque fois, on est dépendant de la technologie d'acquisition. Alors que si on faisait l'acquisition de manière en sachant comment on va représenter les données derrière, on pourrait faire plutôt que c'est pas une flèche dans un sens, mais c'est une rétroaction où on dirait à l'acquisition, non mais là tu es en train de prendre un plan parce qu'on fait de l'échantillonnage, on se rend vite compte qu'il n'y a aucune information, enfin que c'est très facile entre guillemets, alors qu'à l'inverse, il y a des endroits où on sait que c'est très dur parce qu'il y a des brusques variations géométriques ou colorimétriques, et il faudrait dire à l'outil d'acquisition de fonctionner autrement, de mettre plein de points, et à l'inverse, de nous informer sur la densité. Parce qu'en fait, le gros problème de ces méthodes que tu as de Mm. fitting, c'est qu'en fait, c'est très lié à la densité des points. Et si tu n'es pas capable de relier cette densité par rapport à la surface que tu es en train d'observer, en fait, ça va trop attirer certaines primitives ou au contraire, elles ne vont pas voir l'importance de certains points par rapport à d'autres. Donc, est-ce que toi, là-dessus, tu vois des développements futurs à faire? Mm. Ouais. Alors, j'ai eu plein d'idées qui sont venues pendant que tu poses la question, je vais essayer de ne pas oublier. Déjà, il y a un axe de travail qui est très concret, pragmatique, qui est que, en fait, les modèles qu'on a, ils ont l'air d'être compatibles avec des méthodologies de calcul, avec pardon, des cartes FPGA. Ce sont des cartes programmables qui sont compactes, qui peuvent consommer peu de données et qu'on peut embarquer sur les capteurs.
Donc là, on a déjà des premiers tests à réaliser pour embarquer nos algos en fait sur ce type de carte pour pouvoir l'avoir directement sur le capteur directement et commencer à être en capacité d'implémenter cette boucle d'une manière qui soit admissible parce que un lidar c'est tout petit, s'il faut se trimballer un gros ordi à côté, ça va pas le faire. Bon, déjà, il y a cet aspect un peu techno à considérer. Euh, L'autre chose, c'est qu'en fait, en discutant avec des gens qui fabriquent les périphériques d'acquisition, des fois c'est assez frustrant parce qu'ils connaissent pas forcément les usages. Alors, par exemple, on discute avec une entreprise qui vend du système LiDAR. Et on leur dit, mais vous avez plein d'informations pour estimer les normales, par exemple. Ce serait bien de les passer à l'utilisateur. Et il dit, bah, pourquoi on nous a jamais demandé? Et ils ne sont pas au courant en fait de ce qui se passe derrière. Et ça, déjà dans ce sens-là, il y aurait plein de choses à faire si on communique. Euh, et après, pour aller dans la direction que tu as dit, ce qui est assez frappant, on a discuté avec une entreprise c'est une boîte qui fait de l'optique à la base et qui fabrique des capteurs qui peuvent être dirigés à n'importe quel endroit du champ de vue, sans pièce mécanique, à des fréquences très très élevées, et donc qui ouvrent la voie à de la mesure progressive guidée en fait par une analyse. Des choses comme ça. Alors technologiquement, on est encore un peu loin, ils sont très amont, mais on pourrait imaginer des systèmes un peu intermédiaires où avec des approches basées orientation de miroir, on peut dire au laser d'aller à tel endroit et de piloter l'acquisition en fonction de l'analyse. Ça serait super intéressant. Et peut-être que quand on parle des aspects perception, quand l'œil se déplace, il voit aussi des choses différentes. On pourrait imaginer, voilà, faire des choses dans cette direction. Là, la difficulté, c'est qu'il nous faut des opticiens avec, quoi. Et là, ouais, moi, j'ai des contacts, mais ouais. C'est un vrai axe de recherche qui est super intéressant, mais ce qui est compliqué avec l'optique, quand on voit les gens qui bossent en optique, c'est que c'est des grosses machines, c'est des gros. Enfin, il y a une partie mesure qui est compliquée, quoi, quand même. Alors peut-être une question un peu plus large. Donc dans ton document, donc tu mentionnes, enfin, il y a des travaux qui sont en lien avec des industriels à des moments. Et je me suis posé la question si le fait que t'en venais à créer une start-up, si c'était parce que les relations avec les industriels étaient toujours satisfaisantes ou si c'était parfois il y avait un petit peu de frustration et que du coup tu voulais être entre guillemets des deux côtés de la barrière. Je suis content que tu poses cette question. Ça fait en réalité, ça fait plus de 6 ans, je crois qu'on bosse sur cette idée de start-up. Facile, hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est on s'est retrouvé dans les activités de recherche de l'équipe à avoir plein de cas d'usage où on a été contacté par des industriels et on a fait du transfert technologique. Et donc, on a accueilli des ingénieurs de Valo qui sont venus dans l'équipe, qui ont pris notre preuve de concept, qui ont fait une preuve de concept industriel et un début d'industrialisation. Et dans plusieurs cas, cet objet a été revendu à l'entreprise et éventuellement, même dans certains cas, l'ingénieur a été intégré dans l'entreprise. Et en fait, sauf erreur de ma part, ça n'a jamais fonctionné. Euh, il y a plusieurs manières d'interpréter ces échecs a posteriori. Et l'une des manières, c'est de voir qu'en fait, ce qu'on fait en labo, souvent, ça induit des changements d'usage. Euh, ou des gros changements techniques en fait en termes comment on apprend des modèles, comment ça interagit avec les autres éléments de la suite logicielle, ou ce genre de choses. Et en fait, pour les entreprises avec qui on travaillait, faire cette tâche-là d'intégration, mais de vraie intégration, ça leur coûtait une énergie et un argent très très important. Et donc en fait, ils arrêtaient. Donc ils avaient acheté la techno, ils avaient payé, mais finalement, l'intégrer, c'était beaucoup trop compliqué. Et en fait, pour le faire, ils auraient eu besoin d'avoir un accompagnement scientifique, quelqu'un qui comprenne leurs problématiques, qui se dise, bon, ben, cette techno, on va l'insérer de telle manière, et les produits vont se construire comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, c'est suite à ces constats-là qu'on s'est dit qu'on allait monter une structure. Notre objectif était de se dire, bah, nous, on est en capacité de faire cet accompagnement-là. On va être en capacité de convertir une idée de labo qui fonctionne en quelque chose qui peut finir comme un produit, quoi. Faire vraiment la R&D.
Et au départ, on n'était pas forcément que sur les nuages de points, on avait envisagé faire du skimming, on avait aussi on savait pas trop hein, ce que c'était la partie Valo, hein, c'est vraiment, enfin, on a appris tellement de choses avec ce projet. Et voilà, au final, on s'est recentré sur les points. Et ce qui est intéressant, je trouve aussi aujourd'hui dans la démarche, c'est que finalement, on apprend énormément de choses et on a vachement de retours d'informations du terrain. Et aujourd'hui, les problématiques industrielles qu'on voit, certaines, elles ouvrent des grosses perspectives pour les travaux de recherche, mais même fondamentaux, enfin très théoriques. Et ça, c'est super intéressant. Donc, voilà, donc le but à la base, c'était d'avoir un outil pour mieux rendre nos outils disponibles à des utilisateurs ou à des industriels. Et au final, on se retrouve avec quelque chose qui est encore plus intriqué avec notre recherche. Voilà. Merci. Ben, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on va se retirer. Enfin, ah oui, normalement, est-ce qu'il y a quelqu'un d'habilité dans la salle qui souhaiterait poser une question? Ils sont tous jeunes. Donc, bon, ben, le jury va se retirer pour délibérer. On a Ouais, ben, la 01, vous étiez tout à l'heure, là, vous pouvez le remettre là. Et Loïc, tu peux prendre ton ordi avec le zoom. Du coup, Bruno et Adrien, vous pouvez vous connecter sur le second lien. Ce- Ça marche. Merci. Merci. Le jury a donc délibéré. Alors, donc, Nicolas Mellado a synthétisé ses travaux de recherche sur l'analyse frugale de données géométriques 3D dans un exposé fluide et remarquable, très agréable à suivre. Chaque concept présenté a été très bien introduit, illustré de manière appropriée, en montrant les difficultés techniques, les solutions apportées, les applications potentielles et les problèmes ouverts. La présentation a notamment inclus une description approfondie du programme de recherche envisagé, démontrant ainsi sa très bonne vision globale du domaine, ainsi que l'originalité de sa démarche de recherche. En particulier, il a guidé son programme de recherche par des objectifs de frugalité en termes de calcul et de consommation de données. Nicolas a aussi particulièrement bien répondu aux nombreuses questions du jury, montrant sa maturité sur ces sujets de recherche et sa capacité à développer une recherche construite dans le temps. Le jury a particulièrement apprécié que le candidat ait à la fois contribué à des avancées significatives du domaine, ainsi qu'à des solutions technologiques suffisamment matures pour être transférées dans des applications industrielles via du logiciel ou la création d'une start-up. Pour toutes ces raisons, le jury unanime lui décerne le titre d'habilitation à diriger les recherches en informatique de l'Université de Toulouse et l'en félicite.